Intégrale RMC Brasil, Gilbert Bribois. Zagueiro vai pra cobrança. Se o Júlio César pegar, o Brasil tá nas quartas de final. Partiu Rara pra bola, bateu na trave. Classificado Brasil! Classificado Brasil! Classificado Brasil! Bateu na trave! Et bonsoir à tous, vous venez de l'entendre, le Brésil est en quart de finale. C'était la version brésilienne du dernier tir au but chilien sur le poteau de Julio César. Nous sommes en direct du stade Maracana et ce jusqu'à 1h du matin ce soir avec le deuxième huitième de finale. Tout à l'heure à 22h, la Colombie affronte l'Uruguay, mais dans l'heure qui vient, bien sûr au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, on vous attend pour analyser le match Brésil-Uruguay. Première grosse émotion de cette journée totalement sud-américaine sur RMC. Le Brésil élimine le Chili au tir au but avant Colombie-Uruguay. Tout à l'heure, after après la rencontre Brésil-Chili. Tout à l'heure également un petit tour auprès de l'équipe de France et on évoquera dans le détail le deuxième huitième entre Colombiens et Uruguayens ici au Maracana. Tout ça avec la Dream Team d'RMC qui est là. Coach Courbis, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Daniel Riolo est là, salut Daniel. Bonsoir tout le monde. Patrick Bauma également avec nous depuis le studio de Copacabana. Salut Patrick. Salut, tout heureux. Bonsoir à tout le monde. Salut Patrick. Et alors messieurs, à Copacabana, marée humaine devant l'écran géant installé pour les milliers de fans brésiliens qui sont massés sur la plage. On a vu des images d'hélicoptères au-dessus de Copacabana, c'est impressionnant. On a eu un premier tour à émotion. Voilà un premier huitième de finale qui n'a pas été exceptionnel sur le plan du football, messieurs, mais quelle intensité, quelle dramatique. La Coupe du Monde, c'est plus que jamais. C'est plus que jamais ce soir. Roland, on s'est régalé. Oui, je te dis, quel suspense. On va détailler peut-être toutes les minutes, mais bon, si on en détaille qu'une, on détaille la 119e et on se dit, tiens, peut-être le vainqueur de la Coupe du Monde, si le Brésil gagne cette Coupe du Monde, ça se sera joué quand même à très très peu. On peut parler de la 120e bien entendu parce qu'on voit clairement le ballon arriver sur la barre. Mais le Brésil a déjà eu chaud vers la 92-93e quand les Chiliens entrent dans la surface de réparation. Et là on se dit et si. Et après on pense que c'est joué quand même parce que le Brésil a une demi-heure de plus. Sauf que ils ont eu du mal face à une équipe. Moi j'ai bien aimé dans cette Coupe du Monde leur colonne vertébrale avec Bravo dans les buts, Gary Medel et Alexis Sanchez. Bien entendu il y a Arturo Vidal qui a, on va dire légèrement en retrait sur cette partie. Mais c'est une sacrée équipe du Chili qui a donné du fil à retordre à un Brésil qui ne s'est toujours pas complètement relâché en tout cas. Je comprends pas avec tous les spécialistes de football, avec Bein, Canal, tous les grands spécialistes, l'équipe TV, il n'y en a pas un qui a dit encore que le Brésil, dès qu'ils vont rencontrer une nation de football qui est consistante, ligne par ligne, ils vont se faire exploser. Écoute, on n'a pas tout écouté sur RMC puisque Jean-Michel Larquet a dit lors de la première phase que pour lui c'était le Brésil le plus faible de l'histoire en Coupe du Monde. Donc, quand t'écoutes avec beaucoup de plaisir, c'est une chose, mais que tu puisses terminer en nous expliquant et en nous imposant de dire que le Brésil, quand ils rencontreront une grande équipe, ils se feront exploser, ça c'est ta responsabilité. Et j'attends de voir ça avec impatience et j'espère que tu rappelleras pour dire que tu t'es trompé. Et on verra cette équipe du Brésil qui a quand même un handicap, je dis bien un handicap que tu ne soulignes pas, parce que quand on regarde les hymnes et qu'on voit la motivation qui ressemble plus à des joueurs terrorisés que motivés, et quand on voit tout ce qu'ils ont comme pression derrière nous, et quand on voit le Neymar qui, pour moi, est un joueur très très bon, mais en devenir et qui n'est pas encore le dieu vivant qu'a pu être Pelé, mais quand je le vois ce soir, quand je le vois avec ses crampes, quand je le vois les coups qu'il prend et qui va jusqu'à la 120e minute pour tirer et pour marquer le penalty de la victoire, on peut quand même trouver quelques petites qualités à cette équipe du Brésil, si tu permets, hein.
On va aller voir Pierre Feignet dans un restaurant brésilien, mais Daniel, d'abord ton analyse à toi et ta réponse à Arnaud. Mais pas en 2 secondes, quoi. Il faut que j'ai un petit peu de temps. On n'a pas beaucoup de temps, il faut faire vite. Allez, vas-y. Non seulement je suis d'accord avec Roland, mais j'irai même plus loin. Je commence à m'agacer profondément de cette recherche du sensationnalisme partout, à vouloir démonter le Brésil et à souhaiter qu'il se fasse sortir. Nous, notre métier, c'est de ne souhaiter ni l'un ni l'autre, c'est juste d'observer. Et une fois que tu as noté cette incroyable pression qui pèse sur eux et la façon dont ils s'en sortent. C'est sûr que c'est pas la plus grande équipe du Brésil. Ça, on est d'accord là-dessus. Ça, on est d'accord. Le match qui se dispute quand même à combien de degrés en plein milieu d'après-midi. Quand je vois leur première période où ils mettent une intensité de malade, alors qu'ils ne soient pas brillants, c'est un fait. Qu'ils soient puissants, qu'ils en veulent comme c'est pas possible, qu'ils donnent absolument tout. Ça, on peut pas le reprocher. C'est certain et ça, il faut le souligner. Qu'il y ait des failles et des postes où les mecs sont pas forts, ok. Mais ce soir, le Brésil a quand même sorti probablement l'une des meilleures équipes qu'il y avait dans cette Coupe du Monde. Ils les ont sortis jamais de la vie. Au terme d'un match. Jamais de la vie. Mais Arnaud, excuse-moi, mais à un moment, écoute, tu peux penser ce que tu veux. Le Chili est probablement l'une des meilleures équipes qu'il y avait dans cette Coupe du Monde. Il n'y en a pas énormément qui ont montré plus de qualité et de capacité à mettre autant d'intensité qu'ils l'ont fait dans la première période. Alors pas brillant peut-être, mais très très puissant. Et l'équipe qui va sortir le Brésil, je lui dirais bravo. Ce sera probablement pas celle qui va venir après là. Enfin, faudra voir. Donc après ça sera plus sérieux en demi-finale face à une autre équipe. Mais cette volonté de voir ce Brésil dehors et de leur taper dessus à ce point, j'ai du mal à comprendre. Vraiment beaucoup de mal à comprendre. Eric Dimeco nous rejoint en direct de Belo Horizonte. Il a assisté au match Brésil-Chili. Salut Eric. Salut les gars. Salut Eric. Salut Eric. Salut Gilbert. Alors Eric, on va parler du niveau du Brésil. Arnaud a commencé le débat qui va continuer. Mais restons d'abord sur l'émotion parce que c'était même pas de l'émotion, c'était une espèce de émotion là sur le terrain. Neymar qui chiale, Julio César qui chiale. En fait, on pleure tout le temps au Brésil. C'est le début du match pendant les hymnes, quand il y a un changement, c'est incroyable cette espèce de surémotion. On n'est pas forcément toujours habitué à vivre ça avec nos modes de vie européens, j'allais dire. Eric, comment t'as ressenti le truc au stade? Mais il n'empêche que même si en plus on est neutre, tu vois, et on n'a pas l'habitude de vivre ça, et malgré tout, tu es pris dès que tu rentres dans ce stade-là. Il y a une ambiance super ici. Alors il paraît que c'est un des publics les plus chauds du Brésil, puisqu'on nous a dit ça, mais bon, c'est peut-être de la vantardise des gens ici, mais en tout cas ça s'est vérifié sur le match. Et je peux te dire que les hymnes là, moi j'ai eu la chair de poule pendant tout le match. Et cette fin de match avec les supporters chiliens qui pleuraient, les Brésiliens qui étaient heureux tout en étant soulagés, tout en étant admiratifs de ce qu'avaient fait les Chiliens. J'ai vécu un truc de fou. Voilà. Et après, j'ai écouté un petit peu votre débat d'avant. Moi, j'ai pas trop envie de parler. Enfin, je sais pas, on n'a pas trop le temps de faire des débriefs et parler du Brésil. On aura tellement l'occasion d'en parler. Mais là, on est dans le tableau de l'équipe de France et je peux te dire que je suis soulagé de voir cette équipe de Chili dehors. Voilà, je suis soulagé de voir cette équipe du Chili dehors. On va rentrer dans les détails. Parce que je les ai trouvés très très bons encore une fois. Et je peux te dire que cela... J'aurais fait du mal. Il y a encore la Colombie et l'Uruguay, futur adversaire du Brésil en quart de finale. Ce sera le match du Maracanã ici. Oui, je vois surtout dans de notables individualités des lacunes, et ça a été dit tout à l'heure par notre auditeur rebelle. C'est vrai que Daniel Alves, moi je n'arrive pas à comprendre globalement sa compétition, mais aujourd'hui son match, quand je vois que en fin de match et dans la prolongation il arrive à louper une passe simple à 4 mètres et que derrière il récupère le ballon miraculeusement, il loupe une passe encore plus simple à 2 mètres. On a toujours décrié son jeu qui va vers l'avant, il oublie de défendre. Bon bref, ça c'est une de ces individualités que je voulais absolument noter, mais il y a aussi les attaquants. Je vois que Fred pendant une heure n'est jamais là où il y a le danger. Alors qu'il y a des possibilités de trouver la bonne position, les bons espaces pour retrouver
des ballons dans des positions préférentielles. Il n'y est jamais. Joe arrive, il est plus grand, il n'arrive pas à prendre le moindre ballon de la tête, même simplement à se positionner là où il faut, mis à part un corner où il aurait pu marquer au premier poteau. Ouais. Donc je vais pas faire l'état de tous les Brésiliens qui ne vont pas bien, mais il y a pas mal d'individualités qui plombent un peu le jeu de l'équipe. Oui, je vais te poser une question, Patrick. Ton argumentaire, je le comprends et je partage énormément de points que tu viens de développer. Maintenant, je me pose une question. Oui. Le Brésil a tous ces trous là, ok, d'accord. Pourtant, en quoi on peut dire aujourd'hui, à quel moment le Chili finalement a fait plus de choses? En quoi ce Chili que j'adore, qui je trouve est une très belle équipe, comment le Brésil a fait pour les battre finalement? Alors, tu vois, c'est ça. C'est que finalement, je n'ai que répondu à la question. Ils ont pas battu, parce que c'est les tirs au but. Je n'ai que répondu à la question de ce que je voyais dans le jeu du Brésil. Oui, non, mais d'accord. Mais comment ce Chili qu'on va mettre en avant, on va dire ils ont fait un bon match. Le Brésil n'a pas été bon. Ils ont des trous là, ils ont des trous là. Au final, le Brésil se qualifie sous la pression d'une séance de pénaux irrespirable, avec tout ce qu'on sait de l'ambiance là-bas. Je trouve que peut-être que leurs qualités techniques sont éparpillées dans cette équipe, qu'elles ne sont pas présentes partout, qu'il y a un bon gardien, une bonne défense centrale, un Neymar qui, souhaitons pour eux qu'il se remette parce que c'est le joueur le plus important. Hulk, qui n'a pas été bon jusque-là, a fait un bon match aujourd'hui. Oui. Le milieu tient la baraque autant qu'il peut avec des qualités pas extraordinaires, mais quand même. Cette équipe, elle avance, elle a un courage, une abnégation, une volonté qui, je pense, peut quand même l'emmener loin. Parce que quand on regarde les autres équipes... Tu as parlé de Hulk, Daniel, et moi j'ai aimé Hulk quand il prend ses ballons sur le côté gauche. Ouais, beaucoup de fois, il est passé vraiment en puissance, alors qu'il a du mal à conclure quand il déborde côté droit, et il est bien quand il arrive à entrer à l'intérieur, mais le problème c'est qu'il est attendu au tournant. Et ça me fait dire que comme aussi bien Fred que Joe ne répondent pas de façon qualitative à ce poste d'avant-centre, ça aurait pas été impossible de mettre Hulk en pointe. Eric et coach Eric, d'abord, il y a un petit tweet de Skoll là, sur le hashtag RMC Live qui dit mais à la Coupe du Monde, le projet de jeu, on s'en fout, on est là pour gagner, après tout c'est le résultat qui compte. Ici, on a du spectacle. Surtout qu'au niveau de l'intensité de ce match, même si techniquement c'est pas du spectacle, on attend du spectacle du Brésil. Non mais attends, on attend du spectacle. Mais c'est le tour d'Eric, s'il vous plaît. Quelle dimension on donne au mot spectacle? C'est l'émotion ce soir qui prime, même si techniquement c'est pas fabuleux. Mais au niveau de l'émotion, c'est un match de... Eric est sur place, il doit avoir vécu un moment unique. Mais ok, pour passer à 8e de finale, à la limite tu t'en fous du fond de jeu, mais pour aller au bout, je parle même pas de spectacle moi, Daniel, je parle de trucs cohérents, tu vois. Là j'ai quand même l'impression que le Brésilien se repose sur un bloc entre guillemets fort, parce que malheureusement je trouve qu'il y a d'accord avec Patrick, il y a quand même des failles défensivement, et après c'est sur un coup de génie de Neymar, Hulk aujourd'hui qui avait été moyen jusqu'à maintenant, voilà. Mais après moi, si on m'explique que le Brésil va aller très loin dans cette Coupe du Monde avec un avant-centre moyen, avec un Oscar qui est transparent et des remplaçants quand il rentre, dis-moi Daniel, Joe, tu le mets où en France? Dans quelle équipe lui là? C'est Monsieur Joe, je le mets nulle part, mais à la limite on s'en fout de ça. Ce que tu es obligé de constater, c'est que cette équipe avec aussi peu de avec ces qualités là, elle a toi, tu t'en fous quand ça t'arrange. Donc je vais te ressortir donc une tirade que tu me fais souvent sur d'autres équipes et d'autres joueurs. Donc si toi tu m'expliques que le Brésil va être champion du monde avec dans l'effectif du Brésil Joe, eh bien moi je te dis c'est pas possible, voilà. Ben moi, et tu me refais celle-là avec 50 fois, tu me l'as fait une fois avec Valbuena. Si la France y est avec Valbuena, que c'est ton meneur de jeu, tu comptes te faire aussi, tu me l'as fait 50 fois. Eh bien moi je te dis que si le Brésil va avec Fred ou avec Joe en finale de Coupe du Monde, je mange un rat. Donc Eric, pour toi c'est blanc ou noir, il n'y a pas de raisonnement. Est-ce que je t'ai dit à un seul moment que le Brésil allait gagner la Coupe du Monde? Je te dis pas. Écoute, non, je dis pas ça. Mais je te dis pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. J'essaye de voir, mais c'est compliqué visiblement, on va essayer de comprendre ce que je veux dire. J'essaye de comprendre comment ils font face à une équipe que je trouve très bonne, très bien organisée, avec un super coach, le Chili, pour finalement réussir sur au moins 55, presque 60 minutes, mettre une intensité de dingue.
ne subir une intensité de dingue, c'est tout. Eh ben mais qui t'a dit autre chose? Eh ben voilà. Et moi je dis que ça peut. Je dis que ils sont en quart de finale, que cette équipe que je vois transportée et habitée comme elle est, malgré tout, et en offrant ce spectacle d'aujourd'hui, qui est un spectacle plein d'émotions, qui est un truc de fou, un vrai match de Coupe du Monde. Moi je passe un super moment. Je ne te dis pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Moi je te dis pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, moi. Si on est là pour mettre des notes au patinage artistique, c'est sûr que. Roland, ton point de vue, et après on fera une pause. Écoute, depuis le début de cette Coupe du Monde, bon déjà tu sais qui c'est mon favori pour cette Coupe du Monde, donc c'est pas le Brésil, malgré l'avantage d'organiser une Coupe du Monde. Je trouve que c'est une des moins bonnes équipes que nous avons pu voir de ce Brésil sur les 30 dernières années, voire même 40 dernières années. Ils sont chez eux, ils ont des qualités de combativité, ils n'ont pas, mis à part Neymar, qui va peut-être se servir de cette Coupe du Monde pour devenir le grand joueur qui pour moi ne l'est pas encore. Au milieu, le vraiment bon milieu joueur brésilien et tout, je ne le vois pas. Je vois une bonne défense athlétique. Par contre, j'ai cru voir en début de match, pendant la première demi-heure, que Luis Gustavo avait élevé son niveau de jeu. Par contre, mais ça n'a duré qu'une demi-heure. Hulk est quelqu'un de très dangereux. Maintenant, ce soir, le Brésil n'a pas gagné. Ce soir, le Brésil s'est qualifié. C'est le règlement d'une Coupe du Monde. Je vais voir avec beaucoup de curiosité le Brésil rencontrer le vainqueur de Colombie-Uruguay. On va le regarder tout à l'heure, d'ailleurs, ce match-là. Et le Brésil rentrer dans le dernier carré, c'est pour moi loin d'être impossible, malgré leur qualité et malgré leurs défauts. Exactement. Et après, si le Brésil sait gagner cette coupe du Monde, eh ben on sera obligé de les applaudir, mais c'est pas pour autant que je les regarde en rêvant. La reprise. Oh, quel but! Goal! Quel but exceptionnel de James Rodriguez à 20 mètres contre poitrine, frappe volant chez les pieds gauche, la lucarne, le ballon tape à la transversale de Muslera et finit dans le but de la Céleste, le plus beau but sûrement de ce média brésilien, le 4e but déjà de James Rodriguez. 1-0 pour la Colombie, c'est énorme. Intégrale RMC Brésil, Jean-Louis Tour. Et Nicolas Jamin qui s'emballe, c'était tout à l'heure sur RMC au Maracana sur le premier but de James Rodriguez, peut-être le plus beau de la Coupe du Monde. Dites-le nous si vous le pensez sur le hashtag RMC Live sur Twitter, cette reprise magnifique. On a même décelé la voix de Patrick Bauma en arrière-plan qui hurlait sa joie de voir ce but. Salut Patrick, ça va? Salut, j'aime le beau football, les beaux footballeurs, et là j'ai vu ça ce soir. Voilà, on en parle depuis longtemps de James Rodriguez, mais là ça éclate un peu plus encore aux yeux du monde. Ah bah forcément, entre le championnat du Portugal d'abord, la Ligue 1 ensuite, on savait évidemment que c'était un joueur fabuleux. Moi j'en parle pratiquement toutes les semaines tellement je l'aime. Et là maintenant en pleine Coupe du Monde qu'il réussisse à faire ça dans un match où franchement en plus moi je m'étais dit les Uruguayens c'est tel savateur, ils vont essayer de le cerner là au milieu, et à mon avis s'il y en a un qui voudront mettre la misère c'est à lui. Et résultat ils ont pas réussi à l'attraper, et quand tu vois le premier but qu'il met, c'est les buts dont on se souvient en Coupe du Monde. Ce joueur est effectivement fabuleux. On a retrouvé la Colombie, enfin on l'a pas retrouvé parce qu'on l'avait pas perdu, donc on a continué à voir la Colombie séduisante, enthousiasmante qu'on voit depuis le début de cette Coupe du Monde. Face à l'Uruguay, ils étaient sortis du groupe là avec cette victoire et ce but de la tête contre l'Italie à la fin, dans un match où il n'y avait pas eu grand intérêt si ce n'est la dramatique de la fin du match. Donc c'est pas privé de Suarez, c'est une équipe très ordinaire où tu vois un Cavani mais avaler des kilomètres. Comment veux-tu qu'il soit lucide après autour de la surface? Il y a pas beaucoup de talent, c'est une équipe qui sait très bien défendre, mais bon c'est tout quoi. C'est pas une grosse équipe. Hein. Ouais. C'est pas l'Uruguay d'il y a 4 ans. Hein. Donc de là à dire la Colombie, tu vois, c'est un énorme favori, ils vont gagner la Coupe du Monde. Je pense que chaque étape sera plus compliquée, à commencer par la prochaine, où là, ça va être un énorme match, ça c'est certain. Je pense que cette Colombie a tout intérêt à essayer de garder cet allant même contre le Brésil.
Parce que si elle se met à chercher à calculer son jeu en se disant voilà, le Brésil, on va plus défendre, on va moins jouer, si elle n'est pas elle-même, elle risque tellement de perdre ce qui a fait l'essence de son jeu qu'elle risque de ne pas pouvoir y arriver. Maintenant, il faut avoir le culot de continuer dans ce sens, et c'est à Pekerman de ouais, mais Patrick, la grosse différence, c'est que là, on imagine ce que va être la rencontre au départ. J'imagine, tu t'es dit, les Colombiens vont essayer de faire le jeu. Elle commencera demain matin, oui. De quoi? Non, Daniel parlait du match de ce soir. Non, le match de ce soir, le Uruguay-Colombie. J'imagine que tu sentais le truc, les Colombiens vont essayer de faire le jeu, l'Uruguay de toute façon ne le fait pas, et va attendre, et va essayer de tenir le plus longtemps le 0-0 en tentant un contre, un coup de pied arrêté parce qu'ils les font plutôt bien. En revanche, le match contre le Brésil, ça va être totalement différent parce que les Colombiens vont tomber sur une équipe, et c'est ça qui m'étonne dans les commentaires qu'on fait sur le Brésil, qui c'est vrai ne joue pas bien, mais s'il y a un truc qu'elle fait, même mal, c'est qu'elle attaque tout le temps. C'est qu'elle est tout le temps dans le camp de l'adversaire. Tout de suite sur le non, mais Brésil, c'est pour envisager le match par rapport à ce que la Colombie peut donner. C'est que le Brésil le fait peut-être mal, peut-être qu'elle a pas de neuf, peut-être qu'elle a plein de défauts, mais elle passe le plus quart de son temps, elle essaye en tout cas, elle fait tout pour aller de l'avant, jouer chez l'autre, provoquer. Alors après, il lui manque la dernière passe, le génie d'un tel, parce qu'il y en a pas énormément, à part Neymar qui fait ce qu'il peut. Mais et de la même façon, le Chili aujourd'hui, et qu'on avait trouvé très enthousiasmant, qui était l'autre équipe d'Am Sud qui nous avait fait triper en dehors de la Colombie. À partir de quoi, la 70e, ils ont plus rien fait dans le match. Ils attendaient derrière, ils étaient cramés parce que sans arrêt, fallait qu'ils repoussent les Brésiliens qui arrivaient, qui mettaient beaucoup de puissance. Encore une fois, beaucoup de maladresse, mais beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité. Et la Colombie, elle va avoir un match, à mon avis, beaucoup plus difficile à gérer. D'abord en émotion, parce que c'est un quart de finale. 2, parce que c'est le pays qui reçoit la Coupe du Monde et qui a une envie absolument dingue d'avancer sans arrêt, qui est habité par une foi de fou. Il va falloir qu'ils élèvent un niveau et qu'ils aillent à un niveau qu'ils n'ont jamais atteint, les Colombiens. Avec Patrick Boma, avec Daniel Riolo, on est là jusqu'à 1h du matin. À Brésil-Colombie, c'est l'affiche du premier quart de finale que l'on connaît. La Colombie s'est imposée 2-0 face à l'Uruguay. Le Brésil qualifié après son match nul 1-1, qualification au tir au but. Bon Daniel, on a compris ton point de vue global sur le Brésil, même si tu pourras le préciser avec le côté historique. Mais j'aimerais quand même qu'on commence sur le jeu déployé par le Brésil. Même si ça peut ne pas les empêcher d'aller gagner la Coupe du Monde à l'arrivée, est-ce que le Brésil, cette nation de foot, peut se permettre d'arriver en Coupe du Monde et de produire un tel jeu que l'on a vu cet après-midi face au Chili et que l'on voit globalement depuis le début de la Coupe du Monde? Pour moi, ils ne sont pas capables de jouer beaucoup mieux que ça. Bah ouais. Alors, bien entendu, on peut espérer un meilleur Luis Gustavo. On ne sait jamais si on faisait rentrer un Ramirez qui est rentré aujourd'hui, mais on l'a pas vu, et qui rehaussait son niveau. En fait, tous les joueurs ont le potentiel de rehausser leur niveau, mais c'est surtout Scolari qui doit faire des changements importants. Moi, je vois par exemple des latéraux qui pourraient changer et qui ne changent pas. Je vois un Hulk qui pourrait jouer en pointe et qui persiste à le faire jouer sur le côté droit, alors qu'on l'a vu aujourd'hui à l'aise à gauche par exemple. Donc voilà, je suis pas meilleur que Scolari, là on est sur les joueurs, de dire que c'est quand même lui certainement la clé de ce Brésil. Mais si on dépasse un peu les joueurs qu'on voit, et si on va plutôt dans l'idée générale, est-ce que le Brésil, cette nation de foot, peut se permettre d'avoir un niveau de jeu comme ça? C'est-à-dire, on a l'impression en gros, ils doivent se permettre quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je sais pas, qu'ils réfléchissent autrement à leur façon de, de former des joueurs, de former les entraîneurs, voilà, une réflexion plus globale sur le foot brésilien, pour ne pas qu'on ait cette façon de jouer. Mais là, il y a deux choses. Tu dois poser à partir du 14 juillet. Là, on est en pleine compétition. Tu voudrais qu'on refasse la restructuration du football brésilien pour gagner la Coupe du Monde. Comme je le disais tout à l'heure. Pour l'avenir, voilà. Non, mais Jean-Louis, comme je disais tout à l'heure, quand on se lamente des équipes qui jouent mal, souvent en longueur d'année, c'est les équipes qui n'essayent rien, qui restent derrière. Eux,
tout ce que tu peux constater, on peut me dire ce qu'on veut sur leur niveau, c'est vrai, je conteste rien du tout, mais comme je disais tout à l'heure, ils essayent, ils font tout pour attaquer, ils envoient, le bloc équipe est haut, donc ça c'est clair. Autant à Scolari, tu peux lui reprocher, je suis d'accord avec Patrick, il y a certains choix de joueurs et tout, à mon avis, il a encore le temps d'ajuster ça, j'espère qu'il le fera, j'espère pour eux qu'il le fera, mais après, que son équipe est offensive, ça c'est une réalité. Les individualités, la défense centrale, elle est bonne, Marcelo bien, Alves pas bien, Petit Fernand là c'est mieux que Petit Paul, Luis Gustavo mieux aujourd'hui que les autres fois, Hulk bien mieux aujourd'hui que les autres matchs, Neymar pour moi est au-dessus, le tampon qu'il prend en début de rencontre, en temps normal un mec sort, hein. Lui il est resté, il finit avec des crampes, il prend le péno, moi ce type franchement m'épate, j'espère qu'il va se remettre, ça va d'ici la semaine prochaine. Fred c'est pas bon, Oscar ça va pas, et là se pose effectivement ta question. Depuis ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus de 9 au Brésil. Depuis, alors peut-être il faut m'aider, peut-être j'ai des trous, mais depuis Ronaldo, je cherche un vrai 9 brésilien. Les 10, il y en a plus des masses non plus. Maintenant ils sont forts des défenseurs, bon mais ils en ont toujours eu, des centraux, des latéraux, là ils les ont encore, des milieux défensifs un peu, mais c'est vrai qu'il y a moins de Brésiliens forts à des postes clés, la tradition du 10 brésilien, si on considère que Neymar est plus un joueur de côté, c'est vrai que ça manque dans leur football, football. Ce qui m'étonne, c'est qu'en gros, on leur ils se disent depuis plusieurs années, on va arrêter de jouer comme on faisait avant. On va essayer de jouer à l'européenne en défendant un petit peu plus. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils se disent, on va défendre et puis on aura toujours une individualité. Ouais, mais Jean-Louis, ça fait combien de temps que le Brésil ne joue plus comme l'idée qu'on a en tête? Exactement. Tu le sais toi? Ça fait depuis 86. Donc ça commence à faire 86, ouais. À part par bribes, par instant où on a vu, par exemple, Coupe du Monde 90, ils perdent en huitième contre l'Argentine, ils font un très bon match et là c'est vrai qu'ils sont un peu foudroyés par le réalisme de Maradona, Canija. 94, c'est le Brésil de Dunga, leader d'équipe. À partir de 94, c'est les individualités ils sont bons contre les Pays-Bas. Romario, Bebeto, ils sont bons contre les Pays-Bas. Après, ça repose sur Ronaldo. Même à l'époque où ils ont les 4 fantastiques, là, Ronaldinho ensemble avec Rivaldo, avec Ronaldo. Il y a des séquences de jeu qui sont très Brésil dans l'esprit qu'on a d'eux, mais ça fait pas une équipe complète et ça gagne pas. Donc tu vois le vieux mythe quand même, ça fait quelque temps qu'il en prend un coup. Ils fournissent des joueurs qui sont de fortes individualités qui viennent en Europe, c'est le premier exportateur de joueurs, mais l'équipe complète façon 82-86, ça n'existe plus depuis très longtemps. Une réflexion globale aussi sur le collectif. Est-ce que tu peux te permettre encore aujourd'hui d'arriver avec une équipe qui collectivement, on a l'impression que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble quand ils attaquent les Brésiliens. Pourtant l'année dernière, la Coupe des Confédérations, ils sont pas mal. À la Coupe des Confédérations, ils sont pas mal. Ils sont pas dans l'esprit encore une fois Brésil de rêve d'il y a 30 ans, mais ils sont bien. Ils ont la même intensité qu'aujourd'hui, sauf que c'est efficace. Sauf qu'il y a il y a des bons choix, il y a des mecs qui sont bons ici. Voilà, alors peut-être qu'ils vont monter. Mais quelle valeur tu dois donner à la Coupe des Confédérations, tu vois? Non, mais c'est pas parce que c'est la même équipe et la façon dont elle jouait, je lui donne pas plus de valeur qu'elle n'en a. J'essaie juste de voir par rapport au jeu qui a été déployé. Je me souviens que c'était très intense, ça jouait haut, c'était le solide, costaud et il y avait quand même, je trouve que Hulk était meilleur qu'il ne l'est là. Donc peut-être aussi. Fred était en feu à la Coupe des Confédérations. Aussi. Maintenant, tu sais, on en a vu d'autres des Coupes du Monde où c'est à partir des quarts que les mecs commencent à être bons. Mais tu vois, on dit les individualités du Brésil. On dit on voit pas Oscar. On dit on voit pas Fred. On dit Thiago Silva, David Luiz. C'est pas franchement les joueurs qu'on voit en club. Ils sont quand même bien derrière. Mais ils sont pas mis à la rue non plus. Les individualités en attaque sont mal utilisées. Et s'il y avait un vrai collectif derrière, peut-être qu'Oscar trouverait plus de passes parce que il y aurait des phases de conservation de balles. S'il y avait plus de centres, on verrait un peu plus Fred. Là, les Chiliens, j'ai regardé. Pas sur cet argument-là. Sur quoi? S'il y avait plus de centres, on verrait plus Fred parce que moi je constate encore aujourd'hui. Les Chiliens, il y en a pas un qui faisait plus d'1m80. Excuse-moi, Fred, il aurait pu gratter des ballons de la tête quand même. Oui, mais là on est dans ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai pas vu Fred profiter de situations. Alors même si mais quel centre a eu Fred?
Mais il y a eu des possibilités de contre où il jouait très mal ses déplacements. Il y a eu des situations dans la surface de réparation où on avait l'impression qu'il avait un problème de motricité, enfin comment dire, d'équilibre dans ses gestes. Ça fait beaucoup, quoi. Fred pour moi n'y est pas du tout. Non, mais là, Joe en fait, moi, j'ai l'impression que Scolari n'y est pas plus. Attends, j'arrive, Daniel. Ouais. J'ai l'impression juste que Scolari a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que dans son esprit, on joue en contre, voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit Neymar, c'est pour ça qu'on voit Hulk. Bah, mais jamais de la c'est vie, l'impression il que joue en j'ai. Je trouve qu'il joue assez bas. Mais ça va pas. Le bloc il est super haut. Daniel, je ne dis pas qu'il joue en contre, mais on a vu les situations que certainement Jean-Louis a relevé, notamment aujourd'hui. Le Chili a le droit d'attaquer de temps en temps quand même. Voilà, on a vu les Neymar, notamment. On a vu vraiment sa pointe de vitesse à l'œuvre aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est pas une équipe de contre. Dans ces contres-là, c'est ça. Il devrait peut-être assumer complètement et dire voilà, on joue maintenant en contre. J'enlève Oscar, j'enlève Fred, qui sont des joueurs très bons quand tu conserves le ballon dans la moitié de terrain adverse, qui peuvent peut-être faire faire la décision à ce moment-là. Mais à la limite, vu que les joueurs en forme sur ce match, c'est Hulk et Neymar, joue le contre et laisse-leur des espaces. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Scolari est certainement l'homme de la situation, l'homme qui doit décider dans cette Coupe du Monde pour faire du Brésil une équipe beaucoup plus intéressante à voir. Pour que l'équipe soit plus intéressante, ce que vous voulez dire, un peu plus chatoyante, un peu plus brésilienne, il pourrait par exemple mettre Hernanes au milieu. Il enlèverait du poids et j'ai l'impression qu'il a envie d'avoir du poids et de vouloir mettre de l'intensité. Et je le répète, pour moi le bloc il est haut, il est pas placé pour jouer en contre. Ce serait effectivement de mettre Hernanes au milieu, William pourquoi pas dès le départ. Il pourrait, je pense qu'il a plus ou moins les solutions. Mais je crois vraiment qu'il est parti en mission avec une sorte de 11, on va élargi à 13 joueurs. Peut-être qu'il va changer sur le match contre la Colombie, mais peut-être que même en demi, peut-être qu'il proposera autre chose. Mais il est quand même braqué depuis cette Coupe des Confèdes avec ce 11 à 13 joueurs et cette façon de jouer qui était encore une fois meilleur l'année dernière, mais comme tu dis, ça n'était que la Coupe des Confèdes. Et là, faut voir. Mais enfin, malgré tout, il avance. Alors, il avance par un trou de serrure aujourd'hui au péno. Ils ont montré parce que les pénaux, on dit toujours cette énormité. Je me bats depuis des années contre la loterie. On dit que c'est de la loterie, mais quelle connerie. C'est d'abord un geste technique et surtout de la gestion d'émotions, de pression monumentale. Et quand tu t'appelles le Brésil, que tu l'as comme ils l'ont là, avec un Julio César qui pleure avant la séance et que derrière il en sort autant qu'il en sort. On a oublié que c'était un grand spécialiste des pénaux et un très grand gardien, Julio César, même si on n'entendait plus parler ces derniers temps. Mais franchement, il faut des burnes pour faire ce qu'ils ont fait. David Luiz qui prend le ballon et il tire le premier, il envoie une bonne patate, il la met dedans. Neymar blessé qui va prendre le ballon et qui y va. Tu vois, quand même. Ils ont un sacré caractère. Alors c'est vrai qu'ils sont pas séduisants, ça, jamais vous me ferez dire ça. Et c'est vrai et savoir s'ils vont la gagner ou pas, ça, j'en sais rien. Intégrale RMC Brésil, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'intégrale RMC Brésil continue jusqu'à 1h du matin ce soir avec le 4e des 8e de finale. Tout à l'heure à 22h, le Costa Rica affronte la Grèce. Le programme de l'heure qui vient, si vous nous rejoignez dans quelques secondes, un after après la rencontre Pays-Bas-Mexique, un match à suspense somptueux dont on va reparler tout de suite. Messieurs, on s'est encore régalé avec ce 8e de finale. À la mi-temps, ici à Copacabana, dans notre studio, il y avait quelques petites fines bouches qui disaient oui, c'est un peu ennuyeux comme match, c'est pas top. Moi je trouvais pas, moi j'ai bien aimé le Mexique en première mi-temps. Et il s'est passé plein de choses et on s'est encore régalé quoi. Roland. Bah oui. C'était un match assez passionnant. Bon, on s'acheminait vers une surprise et un scénario encore invraisemblable qui me fait invraisemblable. Particulier, un petit peu comme celui d'hier, qui me fait dire qu'entre hier et aujourd'hui, j'aimerais pas être ni chilien ni mexicain, parce que je veux bien perdre, mais dans des scénarios comme ça, ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Enfin, sur la deuxième mi-temps, très franchement, même si les buts sont arrivés tard pour les Hollandais, ils veulent pas leur qualif, les Hollandais, Daniel. Alors là, excuse-moi, mais d'abord, je considère que ça n'aurait pas été du tout une surprise de voir les Mexicains se qualifier, parce que sur ce qu'ils ont montré depuis le début de cette compétition, je trouve les Mexicains bien meilleurs que les Hollandais. Je trouve que les Hollandais étaient et le sont toujours à mes yeux totalement surfaits. Il n'y a pas de jeu, il y a juste Robben qui tient l'équipe.
Ça attaque très mal. D'ailleurs, ça n'attaque pas, à la différence du Brésil qui attaque mal mais qui essaye. Et les Hollandais, c'est à peine s'ils essayent. C'est désormais une équipe de contre à 5 derrière. Juste Robben qui met le feu, Schneider transparent, Van Persie. Alors là, on l'a pas vu du tout. C'était une catastrophe. Et ils s'en sortent. Ils s'en sortent parce que ce sont tout simplement les Mexicains qui leur ont donné le match. Ils leur ont donné le match. Moi, je ne comprends pas. Peut-être personne les avait prévenus, les Mexicains, que toutes les options défensives, tous les choix de reculer quand tu marques et tout, c'était puni dans cette Coupe du Monde. Et eux, la punition, ils l'ont pris en pleine gueule. Je sais pas, ils ont reculé. Alors, est-ce qu'ils ont reculé parce que choix tactique ou parce que ils ont eu un peu les jetons ou ils se sont dit on va le faire quand même. On va le faire ou je sais pas. Mais quel show. En faisant ça, ils ont juste permis aux Hollandais de se procurer des occasions alors qu'ils étaient incapables de s'en procurer dans le jeu, d'accumuler les corners, les petits coups francs, les machins, les ceci, cela. Et c'est venu comme ça. Schneider qu'on n'a pas vu, il a mis la bonne frappe et puis derrière Marquez qui est un héros jusque-là a fait une faute absurde. Et voilà, les Pays-Bas pratiquement en demi parce que le quart, là pour le coup, ils seront vraiment favoris. C'est en demi-finale une équipe aussi faible, je sais pas si c'est déjà arrivé, parce que moi vraiment, et j'insiste et je le dis depuis le début, moi je les trouve faibles les Hollandais. Moi je vais pas jusqu'à dire faible, mais enfin moyen. Pas... je ne leur trouve rien du tout, à part Robben et ses accélérations, il y a rien quoi. Ouais bon. Ils attaquent pas. Ils attaquent pas. Quand ils passent une partie de leur temps chez les Mexicains, ils attaquent. Ils le font parce que les Mexicains reculent et abandonnent tout. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné le jeu. Dans le camp mexicain, c'est la faute aux Mexicains. Et c'est quand ils sont pas dans le camp des Mexicains, c'est leur faute à eux. Et ils sont jamais dans le camp des Mexicains. Moi, je te trouve un peu dur, Daniel. Attends, regarde leur premier tour. Ils mettent 10 buts. C'est la meilleure attaque du premier tour. Mais c'est du pipeau, ça. Ça, c'est des chiffres, Gilbert. C'est des chiffres, ça. Mais attends, c'est des chiffres. Ils battent une Espagne à bout de souffle. Ils battent une Espagne cramée en s'étant fait balader toute la première période. C'était un match hors du temps, surréaliste. Contre l'Australie, franchement, ceux qui ont vu le match c'est une évidence, c'est limite, il se sauve encore grâce à Robben, mais franchement contre l'Australie, il passe tout près de la défaite ou au moins du nul. Et contre le Chili complètement remanié, qui avait laissé les meilleurs joueurs au repos, ok, il gagne, les Chiliens. Tu peux toujours trouver des circonstances. Non mais on peut toujours trouver des circonstances, mais les faits. Non mais attends, il y a l'interprétation du score et l'interprétation du contenu des matchs. Moi, je regarde le contenu, je t'assure que ces Pays-Bas, ils vont peut-être être en demi-finale sans m'avoir rien montré. Ça arrive, ce genre de choses. Ça arrive. Il y a quelques individualités qui ont montré. À part Robben, rien. Van Persie, il a fait un match contre l'Espagne qui était superbe avec 2 buts. Mais franchement, il met cette tête. Moi, je sais pas, je suis étonné. La sortie, même si c'est pas un grand joueur, il y a une différence entre un grand joueur et un joueur important pour une équipe. La sortie de De Jong, c'est pas quand même une très bonne chose dans ce match-là. Ouais. D'autant qu'on n'a pas bien vu la raison. Je sais pas si vous avez eu plus d'éléments. Alors il y a 2-3 choix. Évidemment, j'ai vu en seconde période Keut à gauche, à droite est quand même meilleur qu'à gauche. Carrément. Il a beaucoup. Non mais il cavale quoi. Mais franchement, il faut chercher, faut creuser pour trouver des trucs positifs dans cette équipe. Leur gardien est très moyen. Leur défense, c'est vraiment parce qu'ils sont 5 derrière qu'ils évitent les katas. Moi, je suis absolument pas convaincu par cette équipe qui se qualifie aujourd'hui, mais alors à l'arrache de chez l'arrache. Avec la Colombie, c'est la seule équipe à 4 matchs, 4 victoires. Mais c'est des chiffres, ça. Ça, c'est des chiffres, ça. La Colombie est beaucoup plus impressionnante. Beaucoup. On va accueillir Laurent. Là-dessus, je suis d'accord. Mais il faut se méfier des chiffres. D'habitude, tu t'en méfies. On va accueillir Laurent, qui est supporter des Pays-Bas. Mais d'abord, juste une petite stat, parce que les Mexicains sont maudits. Figurez-vous que le 29 juin 98, donc c'était aussi un 29 juin, ils avaient rencontré l'Allemagne en 8e de finale. Égalisation dans la dernière minute des Allemands. Exactement le même scénario que ce qui leur est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque, un autre Hernandez avait marqué à la 47e pour les Mexicains et les Allemands, à la 75e par Klinsmann et la 86e par Birhoff, l'avaient remporté. À l'époque, Birhoff marquait que dans les 5 dernières minutes. Sinon, il marquait pas, ça m'intéressait pas. C'est un peu le concept. Sur cette fin, c'est incroyable. Les Mexicains ont trop laissé. Ils se sont dit qu'ils pourraient gérer et ils ont très mal géré leur fin de match. La Côte d'Ivoire avait également très mal géré sa fin de match et a eu une fin tout aussi
dramatique que ce qu'ont connu les Mexicains ce soir. Gérer les fins de match et surtout ne pas reculer et ne pas faire de choix défensifs. Il y a longtemps qu'on en parle dans l'after, on dit que c'est rarement payant ces dernières années, alors que pendant toute une période dans le football, tout le monde le faisait et on se repliait et puis on tenait. Mais alors dans cette Coupe du Monde, ça éclate vraiment à la tronche de tout le monde. Faut pas reculer, faut pas refuser quoi. Il faut continuer à jouer. Tout à fait. Allez, je fais quelques tweets. Laurent, tu pourras reprendre la parole. Jérôme qui nous dit retour des arbitres bidons dans cette Coupe du Monde. Moi, je suis pas tellement d'accord. Pourquoi non? Moi, je le trouve tous. Il oublie bon, aussi un péno pour le Mexique en première mi-temps. Enfin, c'est les choses. Il en oublie 2, il en donne un. Globalement, c'est correct. Didi qui nous dit l'équipe qui a le plus attaqué est passée, le Mexique est resté trop derrière. Pourquoi ont-ils reculé, nous dit oui, mais ils ont reculé à la 70e. Donc on peut pas dire que c'est le Hollande qui a le plus attaqué. C'est le Mexique qui a géré le match en fait. C'est eux qui ont tout fait. Après les Pays-Bas ont ramassé la victoire, il est bien fait. Cette histoire de reculer, tu fais pas toujours ce que tu veux sur un terrain de football. Tu fais des fois ce que tu peux, même s'il n'y a pas envie de reculer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il y a quelqu'un qui déborde, tu es obligé de reculer et d'être dans tes 30 non, mais quand ils avaient le ballon, quand ils ont le ballon, techniquement, ils étaient supérieurs. Dans toutes les transmissions, dans toute l'occupation du terrain, ils étaient mieux. En fait, après, ça se voit clairement. Les mecs, d'un coup, bim, le bloc équipe se remet plus bas. Si le bloc équipe, il reste plus haut, les Pays-Bas, ils ne trouvent pas les espaces pour accélérer, comme tu dis. Justement, Robben, il n'avait pas trouvé tant d'espace que ça jusque-là. Et tu prends pas le risque quand t'as un mec comme ça qui est en feu complet. Alors après, le seul truc, comme tu dis, Roland, c'est est-ce que tu le fais parce que consciemment ou est-ce que parce que tu sens que t'as un peu les jetons, que l'événement et que tu veux reculer? Ça, je sais pas, ça on voit pas, mais dans les changements d'Herrera, on voit pas trop parce qu'il rentre Chicharito pour Peralta, donc il y a juste un choix seulement défensif quoi, mais pas tant que ça quoi. Mais le bloc a reculé clairement, ça c'est clair, ils ont mis 10 mètres en arrière et ça leur coûte ça à l'arrivée quoi. Et puis un petit tweet de Nassimigno qui nous dit il paraît que c'est Sidney Govou qui a instauré les pauses boissons. Je sais pas si c'est lui, mais enfin. Voilà. Alors ça, je sais pas si on aura le temps, mais alors je trouve que je suis absolument contre cette pause fraîcheur. Hein. Vraiment, c'est. Alors, en fait, le problème de la pause fraîcheur, par ailleurs, c'est qu'en fait, elle permet une espèce de coaching induit. C'est-à-dire que vous avez remarqué comment ça se passait. C'est-à-dire que le coach fait le tour de tous les joueurs, en repositionnement tactique. Bien sûr. Ça veut dire que ça. C'est la porte ouverte à la publicité bientôt dans la pause fraîcheur, Gilbert. C'est où le problème? Le problème, c'est que ça change la nature du foot et qu'on ne prend plus la dimension athlétique et physique dans du foot. Si on permet à des joueurs de couper comme ça le rythme du match, quand on jouait à la Coupe du Monde en 86, en 94 sous des chaleurs accablantes, à l'Espagne 82, ça a fait partie du jeu. Sauf qu'en fait aujourd'hui, moi je comprends qu'on dise les mecs sont fatigués, la vitesse du jeu, tout ça. Sauf que aujourd'hui, en fait, on est plus prêt à accepter que les mecs terminent en marchant. Parce que si tu regardes pas mal des matchs de légendes auxquels on fait référence, tu les revois. Le France-Brésil 86, faut regarder. Même le RFA Italie de 70. En fait, aujourd'hui, on serait plus prêt à accepter ça parce que dans notre conception du spectacle, on ne supporterait pas ça. Et donc, on prend l'alibi de la santé des joueurs, mais c'est du bidon. Là, en fait, c'est un alibi, ça. C'est pas ça. Ce qui est poursuivi, c'est le côté, il faut redonner du rythme, il faut que les mecs ne soient pas fatigués. Parce que si on fait pas ça, peut-être que dans le dernier quart d'heure, ça marche. Il n'empêche qu'à une époque, ça faisait partie de j'économise mon effort, et moi, j'ai dit que c'est la porte ouverte à la publicité, à la pause fraîcheur, et ça viendra. Parce que dans ce cas-là, il y a la Coupe d'Europe en Russie en décembre, on fait la pause chocolat chaud. La pause soupe. Mais non, mais la pause chocolat chaud, bien sûr. Avant que Roland donne son avis là-dessus, un petit peu de Frolandais traduit par Daniel Riolo. Attention, Louis Van Gaal, c'est parti. Hadden vandaag dat het eruit zou komen. Alors, que si vous avez pensé du match, est-ce que vous pensez que physiquement vous avez fait la différence sur la fin? Ça, c'est la question, elle est un peu longue, mais je la résume. Oui, vous savez, nous, de toute façon, les Néerlandais, on est à la base déjà supérieurs aux autres. Donc, c'est pas une bande de chicanos qui allait nous arrêter. Bah oui. La question du coach néerlandais, traduite par Daniel, bien sûr. Traduit en brésilien, en portugais. Ouais, elle est retraduite, mais c'est la même que tout à l'heure. Voilà, évidemment, là, vous avez pu constater que Daniel avait très bien traduit. Non, la traduction, donc, c'est est-ce que la sortie de De Jong vous a handicapé? Écoutez, vu les joueurs qu'on a sur le banc, c'est pas la blessure d'un joueur qui allait changer quelque chose. On est à que des champions et que des cracks sur le banc. Moi-même, je suis un des meilleurs entraîneurs que le monde n'ait jamais porté.
Et en fait, c'était un travail d'équipe. J'ai toujours considéré que le football était un sport collectif et qu'une individualité pouvait être vite remplacée par une autre. J'ai pas la grosse tête. Ça, il le dit vraiment, ça il le dit vraiment. J'ai pas la grosse tête, c'est ma tête qui est grosse. Et vous auriez pu rajouter, j'avais toujours rêvé de faire jouer Tony Vérel latéral gauche. Daniel Leclerc l'a pas fait. Je l'ai changé à la mi-temps. Moi, je l'ai fait. Voilà. Bon, Laurent, excuse-nous, hein, mais bon, on parle pas néerlandais, donc d'ailleurs, on aurait peut-être pu te demander de traduire. Mais je t'assure que c'était pas loin d'être ça. Je confirme. Daniel a pris quelques libertés sur le début, en tout cas. Ouais, juste sur le début. Parce que de ce que j'ai pu choper, la première phrase de Van Gaal commence par « Je suis content » avec Ben Blay en néerlandais, et ça a été très largement traduit différemment par Daniel. Bon, voilà, mais c'est notre petit jeu des conférences de presse, hein, donc voilà. Non, c'est excellent. Laurent, merci en tous les cas, on te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je vous souhaite une bonne continuation de Coupe du Monde et puis allez les Oranges. À très bientôt, Laurent, et on va t'envoyer un t-shirt RMC Brésil dans le tableau des Pays-Bas, donc ils vont rencontrer le vainqueur de Costa Rica-Grèce, et il y a l'éventualité. Il y a l'éventualité d'un Pays-Bas-Argentine en demi-finale. Qui avait donné un magnifique quart de finale en 98. À Marseille, exact. Avec Bergkamp qui avait marqué un but. Magnifique. Rappelez-vous. Je crois que Baptiste Souta avait dû marquer aussi dans ce match, il me semble. Et ça pourrait donner quoi l'autre demi? France-Brésil. France-Brésil ou Allemagne-Brésil. Donc Allemagne, 2 Européens. Ou bien Algérie-Brésil. Et le Brésil, c'est magnifique. Ou Algérie-Nigeria. Non, c'est pas possible. Ou Algérie-Nigeria. Non, ça sera en quart. Ce sera en quart, ça. Ou Algérie-Colombie. Voilà. Chacun ses goûts. Ça me fait de la peine de voir ces Mexicains et au choix avec, bien évidemment, perdre avec ce scénario. D'ailleurs, il a été élu homme du match. C'est difficile à vivre. Ce qui est très rare parce qu'en général, c'est jamais un perdant l'homme du match qui est choisi par les Encore ce soir, il est l'homme du match. Ouais, parce qu'il était déjà, et c'est la deuxième fois dans la même Coupe du Monde. Hein. Il avait été. Mais il y a une hype Ochoa dans cette Coupe du Monde qui est incroyable ici au Brésil. Il a une super allure. C'est dans le football, c'est bien d'avoir des personnages comme ça. Et puis surtout, il est libre en plus. C'est ça qui est incroyable. C'est que là, il va trouver un club. Si l'OM vend Mandanda, il va aller à l'OM. En tout cas, c'est ce qu'il désirait lui, parce qu'il a dit qu'il voulait rester en France. Là, il risque d'avoir des offres un petit peu de partout, sans doute. Memo Ochoa. L'équipe des Pays-Bas. Moi, je crois que je suis l'équipe. Vraiment, je suis fan. J'ai passé une petite partie de mon enfance aux Pays-Bas, et je suis cette équipe des. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je suis cette équipe des Pays-Bas vraiment de manière assidue depuis 98, et je crois que c'est la plus faible. Je suis absolument d'accord. Une équipe des Pays-Bas avec aussi peu de talent, je me souviens pas. Mais c'est la plus faible, Et aujourd'hui, vraiment, moi j'ai halluciné. On est en train de se régaler dans une Coupe du Monde avec des équipes les plus faibles qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais vu une équipe de Hollande plus faible, on n'a jamais vu une équipe du Brésil plus faible, on n'a jamais vu une équipe d'Espagne plus faible, mais on se régale. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le football moderne. Le Honduras, je crois qu'ils ont déjà été plus faibles. Je les connais. C'est possible. En tout cas, pour ce qui est des Pays-Bas, c'est vraiment l'équipe nationale la plus faible qui ait jamais été produite depuis au moins 15 ans. Non mais attends, tu sais ce que t'as dit en rigolant, Roland. Il est vrai que les autres équipes étaient surtout très fortes. Non mais attends, Roland, ça mériterait, tu l'as dit en rigolant, mais ça mériterait d'être regardé d'un peu plus près, ce que tu dis, tu sais. Je sais pas dit en rigolant ou tu m'as vu rigoler? Non mais parce que tu dis, je t'ai vu rigoler, je sais pas si tu rigolais, mais c'est pas faux. Les Pays-Bas ont un boulevard pour la demi-finale, alors que effectivement, je maintiens que quand on voit les talents, moi j'ai toujours adoré cette sélection. Je trouve que c'est une des plus faibles. J'ai pas souvenir d'en avoir vu des comme ça. Le Brésil, c'est vrai aussi. Il faudra peut-être qu'on les aligne et qu'on s'aperçoive que c'est pas faux. Le Portugal, l'Angleterre. Oui, mais eux, ils se sont fait éliminer, donc ils ont payé le fait d'être moins bien, tu vois. Mais peut-être que c'est aussi la preuve que pour réussir, c'est une affaire de contexte, de gens que tu affrontes. À la fin, l'équipe qui est championne du monde, c'est la moins belle équipe championne du monde qu'on a vue. On va dire, on a vu la plus belle Coupe du Monde qu'on a plus vue depuis 40 ans. Mais tu peux voir des beaux matchs, tu peux avoir un tas d'émotions sans un niveau. Regarde un niveau technique extraordinaire. Regarde le match d'hier. Je rigole pas. Regarde le match d'hier. Brésil-Chili, ça n'a pas toujours été fantastique d'un point de vue technique. Pourtant, l'émotion était au niveau du suspense, magnifique. C'était fabuleux. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai.
Moi, Alors, par rapport à ce qui. Ouais, non mais ce qu'il vient de Boran, se dire, il y a un truc quand même. Excuse-moi, mais c'est bien de se concentrer sur la qualité du jeu, sur le collectif, sur ce qui se passe et tout. Mais il y a aussi dans ces épreuves-là quelque chose d'un peu irrationnel. Oui, c'est la gestion de l'événement, c'est l'émotion dont on parlait là. Et mais pour l'instant, les Pays-Bas ils gèrent ça parfaitement bien aussi. Je veux dire, c'est partie du truc. Je veux dire, moi, je crois que c'est surtout complètement surréaliste, parce que je crois que ça les dépasse complètement, parce que ils pourraient refaire 100 fois le match contre l'Espagne, ils le perdraient 99 fois. Contre l'Espagne. Oui, contre l'Espagne. Je parle du premier match. Ils le perdraient 99 fois. La première période, ils se font balader jusqu'à. Mais même, je veux dire, après en deuxième mi-temps, c'est 100% de réussite, quoi. Ça arrive presque jamais dans le football. C'est 100% de réussite. C'est des erreurs incroyables de la charnière centrale, l'une des plus sûres du monde. Et eux, en face, les attaquants, c'est 100% de réussite. Moi, j'ai Robert Van Persie dans leur championnat respectif. Il y a des jours où ils sont pas bons aussi, hein. Mais là, contre l'Espagne, c'était 100%. C'était tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, en première mi-temps, mais c'est grave. J'ai vu, mais une équipe qui a même pas le niveau national. Et j'exagère pas. Il n'y avait pas une feinte de frappe, pas une passe de l'extérieur du pied, aucun intervalle, aucun. Moi, je suis dans le moment, moi aussi, je suis très sévère, mais je trouve que vous êtes un peu. Ouais, non, mais comme dit Gilbert, Gilbert a raison sur un truc. C'est Laurent, ton prénom, pardon. C'est Boran. Boran, pardon. Et ça vaut aussi pour ce que je disais sur le Brésil. Je veux pas me contredire par rapport à hier. Dans les coupes du monde, c'est parfois tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, de gestion du contexte, d'approche du match, de psychologie, surpasse souvent ce qui est que de l'ordre du jeu. Oui, parfois c'est pas les meilleures équipes de qui la gagnent, technique. Ouais, c'est vrai. Parce France que c'est 98, c'est pas la meilleure équipe. Hein, c'est vrai. C'est une affaire de tournoi et de comment tu gères les événements les uns derrière les autres. Là, le Mexique, moi, je continue de dire que sur la fin, en fait, ils ont tout fait dans le match. Ils ont dominé le match, ils ont arrêté de le dominer et ils ont ouvert la porte aux Pays-Bas en leur disant tiens, nous là on est en train de déconner sur la fin. Si vous voulez ramasser le truc, on vous donne l'opportunité de le faire. Et les Pays-Bas l'ont fait. Voilà, c'est ça. C'est pas un championnat d'une année où le meilleur gagne. Si vous voulez même éviter les prolongations, mais c'est même Marquez, le héros national, qui va faire une faute stupide. Vous pouvez souffler un peu et pas être pénalisé pour les cas. Oui, c'est exactement ça. Intégral RMC Brésil, Costa Rica, Grèce, Gilbert Bribois. Le Costa Rica est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et quel match, quel suspense. Le Costa Rica donc qualifié pour les quarts de finale. Et les Costa Ricains affronteront les Pays-Bas. Ce sera samedi prochain. Ils auront quelques jours pour se remettre parce que là ils doivent être complètement cramoisis, les pauvres Costa Ricains. Ils ont vécu un match héroïque parce que très franchement on donnait pas cher de leur poids après les 90 minutes, Greg. C'est clair, et puis finir faire à 10 contre 11 comme ça, tenir une prolongation, bravo, c'est limite héroïque. Allez, ils sont là tes Costa Ricains, dis donc. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pour la vida. Ouais, enfin c'est un peu tiré par les cheveux quand même, faut le reconnaître. Hein. Ça de toute façon ils cherchaient après les pénaltys, ça c'était clair. Et ils sont arrivés au pénalty. Tous dans les tribunes. C'est magnifique. Les supporters du Costa Rica, c'est incroyable. Exceptionnel. Allez, et c'est pas. Mais bravo aux acteurs quand même. Parce qu'ils sont les loin. Que ce soit ce joueur là qui est marqué le dernier, Michael Oumana. Et à 80 sélections, il joue au pays Deportivo Saprissa, qui est le principal club du Costa Rica. Du pays. Exactement. Et c'est lui l'étolier de cette défense. Je rappelle que le Costa Rica, quand même, dans le jeu, depuis le début du mondial, n'a pris qu'un seul but. C'est le but de ce soir face à la Grèce. L'autre but qu'ils ont encaissé, c'était le penalty de Cavani face à l'Uruguay. À l'inverse, petite stat, messieurs, la Grèce aurait été en quart de finale si elle avait gagné le tir au but là, avec seulement 3 buts marqués en 4 matchs. Donc c'est mieux que ça soit le Costa Rica. Intégral RMC Brésil, France-Nigeria, Pierre Dorian. La France est en quart de finale de la Coupe du Monde. Victoire 2-0 face au Nigeria. L'intégral RMC Brésil continue à 22h. Allemagne-Algérie. De ce match sortira l'adversaire des Bleus en quart de finale. Captain Larquet, on va attendre les réactions des joueurs de l'équipe de France en direct. Et bien sûr, on va débriefer cette rencontre avec la Dream Team. Gilbert Bribois est là. Salut Gilbert. Salut à tous. Oui, puis on aura les conférences de presse. On aura les réactions dans quelques instants devant le vestiaire de l'équipe de France, comme depuis le début de la Coupe du Monde. Bien sûr, on ne ratera rien de ces réactions d'après-match en direct. Capitaine, quand même, si on prend un tout petit peu de recul, est-ce que c'est
entre guillemets inquiétant pour un éventuel quart de finale. On n'a pas été impériaux quand même, hein. On avait donné plus de signes encourageants lors du premier tour. Mais au-delà de l'aspect physique, je pense quand même que cette équipe a été déséquilibrée, que il a ressenti comme une pénitence, comme une punition le fait d'être à gauche. Il, c'est bien sûr Benzema. Et à partir du moment où toute l'équipe a été déséquilibrée pendant quasiment plus d'une heure, ça ne pouvait pas fonctionner. Avec la meilleure volonté du monde, ça n'a pas fonctionné. Et quand on parle éventuellement de déficit physique pour les Français, c'est pas vrai, parce que il me semble, mais enfin ça aussi c'est peut-être l'évolution du score qui le donne. Quand tu mènes 1-0, tu finis mieux. Mais il me semble que les Français ont fini un petit peu mieux que les Nigérians sur le plan physique. Je crois que ce qui a fait défaut à l'équipe de France pendant plus d'une heure, c'est son équilibre sur le terrain. Patrick, est-ce que tu as tremblé ? En première mi-temps, j'étais pas complètement fier parce que j'ai vu une équipe du Nigeria qui était très bien dans ce jeu. J'ai vu de bonnes surprises comme Efe Ambrose sur le côté droit. J'ai eu peur de la puissance d'un Emenike. Il y a eu de bonnes choses de la part d'Emwingue. Heureusement que Ahmed Moussa a été un peu mis sous les teneurs par rapport à ce qu'il a fait auparavant, mais le bloc équipe du Nigeria avec un bon positionnement défensif, tous derrière le ballon, m'a un peu inquiété. Mais c'était normal d'être prudent avant ce match. On a vu que c'était difficile pour l'équipe de France, mais au final, elle a fait son travail. Johan, on va rentrer dans les détails, on va parler également de cette fébrilité de l'équipe de France. On n'a pas reconnu nos bleus qu'on avait vus au premier tour. Daniel, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, cette rencontre c'est vrai qu'on a fait l'analogie avant le match avec le France-Paraguay de 98. Ça y a ressemblé pendant un long moment, hein. Pas vraiment, parce qu'en 98 la France dominait, la France jouait dans le camp des Paraguayens mais trouvait pas l'ouverture. Donc je vois pas d'analogie moi entre ces deux matchs-là. Moi ce match-là, il me laisse un goût un peu bizarre, c'est quelle insolente réussite, quoi. C'est ça aussi on l'a souvent dit quand il était à Marseille et que ça se passait bien, c'est ça aussi le style Deschamps, tu lui laisses la porte fermée mais un quart de fenêtre ouverte, c'est pas grave, il rentre par la fenêtre et ces équipes elles rentrent par la fenêtre et dans ce huitième c'est par là qu'ils sont passés, parce que d'abord ils ont eu l'effet de jeu qui était favorable, en plus ils ont eu un Nigeria qui a rien su faire de sa supériorité, parce qu'au final on s'aperçoit qu'ils n'ont pas eu d'occasion nette, enfin j'ai vu juste le tir de Demwingi et c'est tout. Il y a eu 2 arrêts de Loris. Donc il y avait une vraie supériorité pendant 75 minutes mais qui ne donnait rien. Et donc t'étais là, tu te dis oh la France c'est pas bon. Tu vois pas un joueur à sortir du lot, ou alors difficilement en étant indulgent. Tu notes, je notais l'effet de jeu c'est pour la France quand même, c'est bien. Et puis d'un coup ça tourne. Ça tourne, je te répète ce qu'on dit plein de fois quand on voit les équipes de Deschamps, c'est que tu lui laisses un trou, il rentre, un corner, boum, ça passe. C'est Enyama qui se trouve alors qu'il se trouve jamais. Et là, les Nigérians, mais écrabouillés complètement, ils ont plus existé. Normalement, en fin de match, t'arrives toujours à te créer des occasions quand il faut que tu reviennes dans les matchs coup près. Là, eux, même pas. Ils étaient cuits, archi cuits. Physiquement, on les disait solides. Les Français en ont cassé 2 ou 3 dans le match. Et ça se termine par un 2-0, tout frais, tout net, et par une question, est-ce qu'il faut être perplexe ou est-ce qu'il faut être impressionné par cette équipe? Voilà, c'est ma question. J'ai presque plus rien à dire, Gilbert, c'est rare. Ta réponse, Patrick? Moi, je dirais qu'il faut plutôt être impressionné pour une notion globale de la situation Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a 4 matchs. L'équipe de France a su gagner des matchs complètement maîtrisés en mettant des buts, et l'équipe de France a aujourd'hui réussi à gagner un match où elle a beaucoup souffert. Ce qui me fait dire que cette équipe donc a des ressources, et c'est sur ces ressources qu'elle doit compter pour aller. Ouais, mais ces ressources, Patrick, tu les voyais où en première période quand il ratait toutes les passes, qu'il n'y avait aucun mouvement? Tu te disais que ça allait basculer comment? Grâce à certains joueurs qui réussissaient quand même à sortir un peu la tête de l'eau. Il y avait Matuidi, il y avait Valbuena, il y avait Pogba, et ce sont des joueurs qui Pogba, tu l'as vu bien toi, Pogba, dans le match? Je trouve qu'il a fait un très bon match, Pogba. Oui. Et en première mi-temps, c'est le seul qui a surnagé. C'est pour ça que je le dis. La France est en quart de finale de la Coupe du Monde. On va pas gâcher notre plaisir. On va analyser ça ensemble, tranquillement, joueur par joueur. On va faire une évaluation. Enfin, quand même, les mecs, c'est exceptionnel. C'est très bien, c'est bien. Je reste dans ce que je disais avant la compétition. Quart de finale, c'est bien. On a battu un champion continental dans une compétition mondiale. On se retrouve en quart de finale. C'est une belle compétition.
Didier Deschamps a fait un changement véritable. On peut considérer le deuxième en toute fin de match. Il a fait un changement véritable et ça a été celui de mettre Griezmann. Et qui dit mettre Griezmann dit que Benzema va se retrouver dans un rôle qu'il affectionne. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut mettre Benzema sur le flanc gauche et le cantonner quasiment qu'à ce rôle. Ça m'ennuie. Oui, ça l'empêche pas de quand même essayer de jouer quand il est à gauche, parce que quand même c'est à la limite quand même ce qu'il a fait sur toutes les minutes où il a joué à gauche, à ne pas se battre, à ne jamais défendre, à tout rater. Il est pas même tu vois, il a le droit quand même de se bouger quand même, hein, Patrick. Moi, je veux bien qu'il soit meilleur neuf ou ce que tu veux, mais quand il est sur le terrain, il peut quand même y aller. Je trouve que il a rien fait avant que il ne revienne en pointe. Alors après qu'il soit meilleur, cela, on va dire Giroud, c'est le meilleur match des Bleus pour l'instant, c'est contre la Suisse et Giroud et Benzema étaient associés. C'est clair. Tu vois, à un moment, il faut. Moi, c'est bien beau l'analyse du résultat. Moi, je te rejoins assez là-dessus. L'analyse du résultat est une chose, l'analyse du contenu, on est une autre quand même. C'est aussi. Alors, c'est vrai qu'il faut. Il y a l'émotion qui domine et qui envahit la tête de tout le monde. Mais l'analyse du contenu, elle doit quand même être réalisée aussi. On va la faire. Mohamed nous appelle. J'avais pas vraiment fini. Vas-y, écoute. Alors, le temps que Mohamed nous appelle avec un nouvel invité. Donc, je voulais dire que on peut considérer en ce sens que le changement a été profitable, puisque on a quand même vu que c'est dans après ce moment-là que l'équipe de France a été quand même moins bougée. Maintenant, j'ai pas l'impression que Giroud ait marqué beaucoup de points et je suis pas convaincu que Griezmann en ait marqué autant, même si je me suis dit, j'ai cru que c'est lui qui marquait, donc ça pouvait changer les choses. Donc reste à voir ce que Deschamps va nous concocter comme solution en quart de finale. Il devra d'abord attendre l'adversaire, mais il y a un élément, c'est que Didier Deschamps, pour moi, est quand même un sélectionneur très très chanceux. Deschamps a quand même beaucoup de réussite, on le dit souvent, et il a le talent d'aller tout le temps la chercher. Et j'ai lu cette formule sur Twitter, elle me plaît. Je ne crois pas en l'équipe de France, mais j'ai confiance en Deschamps. Messieurs, on va accueillir Eric Dimeco qui est au stade à Brasilia. Eric, bonsoir. J'avoue, j'ai eu peur, j'y ai pas cru. Je pensais qu'en deuxième mi-temps, l'équipe de France allait arriver à tirer les enseignements de la première mi-temps, c'est-à-dire ce manque de mouvement. Enfin, déjà au niveau défensif, les gros problèmes qu'il y a eu, toujours trop loin de l'adversaire, sans gagner un duel, et offensivement les problèmes, problèmes de rythme, problèmes de transmission qui étaient trop lentes, et puis surtout pas de solution dans les intervalles. On a vu d'ailleurs le petit Griezmann quand il est rentré, lui de suite a su se mettre là où il pouvait embêter les Nigérians. Et je te dis franchement, on sentait que ça pouvait basculer que sur un coup de pied arrêté, quoi, parce qu'il y a eu quelques occasions, mais c'était vraiment par à coup. Et à la limite, on va parler des problèmes défensifs et on va se projeter peut-être sur le prochain match. Les problèmes qu'on a eu dans les couloirs avec les centres ratés des Nigérians, si c'est les Allemands et voire même les Algériens, puisqu'on va pas faire le résultat du match qui arrive avant qu'il soit joué, je suis pas sûr qu'il y aura autant de déchets dans les derniers gestes qu'il y en a eu là du côté des Nigérians, parce que j'ai vu quand même beaucoup de joueurs débouler là dans les couloirs. C'est ce que tu disais, Eric. Je répète, moi je t'écoutais et ce que tu disais était très juste. Et effectivement, ce qu'on a noté, on disait avant que tu arrives, c'est ça, c'est à quel point leur supériorité que tu décrivais finalement était stérile, parce qu'ils n'arrivaient pas à se créer de grosses occasions. Mais les boulevards que tu décris, on les a tous vus, quoi. C'était même troublant entre Benzema qui désertait complètement son côté, qui défendait pas, Evra qui était à la pêche complètement. Matuidi que je trouvais nerveux, même si petit à petit il arrive toujours à monter son niveau. C'était inquiétant partout, ça semblait devoir craquer, mais le Nigeria était pas assez fort pour faire craquer cette équipe de France. Alors après, ce que ça donnera pour la suite, où de toute façon tu risques de jouer en contre, et
certainement cette équipe de France est meilleure dans ce système-là. Elle n'a pas du tout les épaules pour faire le jeu. Elle jouera en contre face à l'Allemagne. Bien, et messieurs, a priori, on dira que ça peut pas passer, mais restez avec là. des chances, on sait jamais. Restez là. C'est une donnée. Eric, on a le temps encore d'analyser tout ça ensemble. Matuidi dont vous parliez, qui a déclaré au micro de Mohamed Bouafsi il y a quelques instants, on a moins de talent que d'autres générations, mais on a le cœur. Vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr, bien sûr. Ouais, le problème, c'est que, alors on n'a pas été bon offensivement, mais tu as raison de le souligner, on a été souvent pris par des décalages parce que, notamment dans les couloirs, les attaquants ne faisaient pas le premier travail défensif. Et on a vu que Griezmann le fait naturellement. Ça peut être un argument contre une équipe plus forte, parce qu'il y avait beaucoup de décalages, quoi. Mais il y avait d'autres problèmes. Moi, j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, il y a eu enfin, je veux dire, il y a eu un problème d'agressivité ou de placement, parce qu'on était toujours en retard sur les Nigérians. Ou alors d'agressivité mal placée. Eric, tu l'as bien noté. Quand Matuidi fait son tacle, je trouve que c'est un fait de jeu qui est extrêmement favorable aux Bleus, ça. Et Matuidi peut vraiment prendre un rouge. Il y a aussi dans ce match, il faut le dire, on parle souvent des faits de jeu. Quand ils sont favorables, il faut aussi le souligner. Entre le but nigérian, le carton qui n'est que jaune pour Matuidi, ça aussi c'est à mettre. Il faut l'analyser dans le contenu. Ça peut tourner différemment cette rencontre. Après que toi tu la fasses tourner en ta faveur, tant mieux, parce que obtenir autant avec aussi peu, ça pourrait être ma phrase de conclusion. Je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est soit impressionnant, soit ça peut laisser perplexe. Et ce soir, je sais pas quoi penser. Je note juste que la France, comme le Brésil, comme les Pays-Bas, comme beaucoup d'équipes à part la Colombie qualifiées pour l'instant pour les quarts, n'est pas flamboyante, mais elle est en quart. Comme les Pays-Bas et le Brésil, pareil. Hein, elles sont en quart sans être extraordinaires. Oui, même si on l'a répété déjà hier, voilà, la Coupe du Monde c'est un long chemin. Exactement, avec des matchs différents à chaque fois. Où tu peux être bon un jour, pas bon un autre jour. Les Français ont été bons contre la Suisse, moyen contre l'Équateur, encore moyen aujourd'hui, mais ça passe et ils vont aborder le match contre l'Allemagne, si c'est l'Allemagne, ou l'Algérie, dans des conditions idéales. Des conditions idéales, parce que tout le monde attendra l'Allemagne va jouer son jeu, la France va attendre, et elle est capable de contrer, de faire mal. On va voir si elle est capable de subir beaucoup, parce qu'elle risque de subir contre l'Allemagne, mais c'est une autre histoire, ce sera pour vendredi. Exactement, et là ce sera complètement différent, puisque l'Allemagne fera sans doute plus le jeu évidemment que le Nigeria. Bien sûr, complètement, même ils vont faire ça totalement. ressemblera plus à la Suisse paradoxalement, le jeu de l'Allemagne. Non, à la Suisse tu les as plombés tout de suite avec les buts en contre, tout a tourné favorablement. L'Allemagne c'est vraiment fort, on va voir ce soir. Mais la caractéristique de la Suisse se rapproche plus de l'Allemagne que du Nigeria, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais ce sera là t'arrives face à un adversaire a priori beaucoup plus fort que toi. Ça veut pas dire que tu peux pas le retourner, mais a priori beaucoup plus fort que toi. Le problème de Benzema, c'est que effectivement Didier Deschamps l'a mis sur le côté. Il l'a pas mis sur le côté tout le match d'ailleurs, je te ferai remarquer. Il l'a mis sur le côté et certains considèrent oui, c'est bien une association Giroud Benzema, mais Giroud Benzema en pointe tous les deux. Je ne voyais pas Giroud sur un côté, encore moins que Benzema, mais quand on me parle d'une association Giroud-Benzema, je vois une association dans un 4-4-2 où ils sont tous les deux dans l'axe et où Benzema tourne autour de Giroud. Mais quand tu fais je ne fais que prôner ça depuis un mois. Mais quand tu fais une équipe comme celle-là, il faut que tu aies des hommes de couloir, des milieux de terrain de couloir, qui soient des gens spécifiques, qui connaissent bien leur métier. On en a un où le trois quarts d'un c'est Valbuena, mais à gauche on n'a personne pour ça. On n'a personne. Donc pour moi c'est une mise en place qui est difficile avec les 23 actuels. Tu vas pas demander à Pogba de jouer dans le couloir gauche. Tu vas pas demander à Matuidi de jouer dans le couloir gauche. Tu vas pas demander à Cabaye de jouer dans le couloir gauche. Donc aujourd'hui dans cette équipe-là, et le premier à s'en être rendu compte, c'est quand même Didier Deschamps. Tu ne pouvais pas jouer aujourd'hui et tu ne pouvais pas être dangereux aujourd'hui et tu ne pouvais pas gagner le match aujourd'hui si tu restais avec Benzema dans le couloir gauche. C'était mission impossible. Mais ça veut dire qu'il faut en tirer les leçons pour les prochains matchs aussi, Captain. Ça veut dire qu'il faut l'exclure contre l'Allemagne. Tu peux reprendre les bandes, comme on dit.
au bout de 20 minutes, sur RMC, quand on me demandait mon avis, j'ai dit ce n'est pas possible. Et alors tout le monde voulait compenser l'absence de Karim Benzema sur le plan défensif. Et donc tout le monde se retrouvait à contretemps. Et c'est ainsi que de minute en minute, on n'a pas arrêté de prendre le bouillon. On n'a pas arrêté. On était toujours en décalage. Et alors je sais bien que déjà à 1 contre 1 il a du mal, mais à 2 contre 1, comment fustiger la performance d'Evra et comment juger la performance. Il a été avec 2 adversaires en permanence. Et ça venait, et ça déboulait dans son couloir, et ça déboulait. Et heureusement, moi je l'aurais fait avant. Mais bon, Didier Deschamps l'a fait suffisamment tôt. Moi je l'aurais fait avant, mais c'était pas possible. Ou tu as enlevé Benzema, ou tu as enlevé Giroud, c'est ce qu'il a fait. Mais tu reviens à un 4-3-3 traditionnel. Patrick, tu veux réagir à ce que dit Jean-Michel? Ouais, c'est d'autant plus vrai. Bon, on a tiré sur Benzema, il défend pas assez. Moi je dis il n'a rien à faire sur le couloir gauche, et on a vu un effet Ambrose. On a eu l'impression que c'était le Dani Alves des grands jours, quoi. Il était toujours à prendre le couloir, alors que c'est vraiment pas sa caractéristique. Donc vraiment, j'insiste, on ne peut pas, comme le dit le capitaine, jouer avec Benzema à gauche. Alors là on parle de ce qui n'a pas marché. Il faut quand même parler des joueurs qui eux ont crevé l'écran ce soir. Ce qui a marché, parce que là c'était un choix, mais ce qui a marché, c'est le changement d'abord. C'est le rééquilibrage. Et ce qui a marché, puisque on parlait des entrants dans cette équipe-là, ou des dispositions un peu particulières, le choix de Pogba était un choix gagnant. Hein. Ah ben voilà, Pogba a été l'homme du match. Il a été titillé, plus que titillé, sans doute vexé dans son orgueil. Didier Deschamps l'a quand même recadré sans doute beaucoup plus sèchement qu'on ne l'imagine. En tout cas, il lui a bien fait comprendre les choses, et en le remettant, il lui a prouvé la confiance qui était la sienne, en lui disant tu m'as fait faire quelques cheveux blancs supplémentaires. Là, je te donne ta chance. À toi de me montrer que j'ai raison, et que tu vas me donner tort de t'avoir un petit peu vexé. Bon, et là, Pogba, maintenant, ce soir, ça a été le leader technique, on va dire, de l'équipe de France. Sur le terrain, ça a été impressionnant. Quasiment toutes les actions sont parties de ce gars-là. En plus, il a marqué. Il a été bon du début à la fin. Tout à l'heure, Daniel disait non, pas en première mi-temps. Moi, je suis pas d'accord. On peut reprocher des choses aux joueurs de côté ce soir. Il a été nul en première mi-temps, comme disent certains. Mais s'il a volé, il l'a mis au fond. C'est le but. Exactement. Et les mêmes qui disent qu'il a été nul vont dire c'est un génie. Donc je suis. On se posait des questions par ailleurs sur Koscielny avant le match. On peut pas lui reprocher grand-chose, même voire rien du tout, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais... Gilbert Brébois se posait beaucoup de questions. C'est vrai, on s'inquiétait. Moi je me disais, celui qui allait nous faire avoir ça m'inquiétait. Tant mieux, je suis ravi. Ouais, mais ça se résumait pas face à face juste devant la surface de réparation entre les deux joueurs, donc il faut quand même. Non, mais on a retrouvé un visage d'une équipe équilibrée, et le visage de l'équipe de France, on l'a retrouvé à partir du moment où cette équipe a été dans une configuration qui lui a permis de jouer normalement. Parce que, comme je dis, quand tu fais des compensations en 8e de finale, tu peux compenser en 3e division de district. Je veux bien. Mais en 8e de finale de la Coupe du Monde, tu compenses pas. Et en face, c'est quand même fou que ces garçons-là, je parle des Nigérians, qui nous étaient en train de nous bouffer physiquement, à partir du moment où ils ont pris ce but, parce qu'ils ont pris le but à la suite quand même d'une belle réaction de l'équipe de France. Il y avait eu cette frappe sur le poteau, il y avait eu les interventions de Nyama, on s'en souvient quand même de ça. Bon, et l'équipe de France était en train de reprendre le dessus physiquement, alors qu'en général, tu sais bien que quand tu commences à plonger, après tu t'enfonces, hein, tu reviens jamais à la surface. Et cette équipe de France est revenue à la surface, parce que les joueurs étaient dans leur rôle. Benzema à gauche
c'est marqué interdit, Didier. C'est marqué interdit. Et c'est terminé à l'instant même. L'Allemagne se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ce sera France-Allemagne au Maracana vendredi. L'Algérie sera la tête haute de cette Coupe du Monde, éliminée en 8e de finale. 2-1, score final pour l'Allemagne à Porto Alegre face à l'Algérie. Merci messieurs au stade. Merci Polo. On te retrouvera bien vite parce que oui. Là on a une semaine. Ah bah attends Polo, tu gardes, tu restes parce que il y a Jean-Louis Tour. Il y a Jean-Louis Tour qui va te cuisiner jusqu'à 1h du matin. Parce que donc vendredi à 18h ici à Rio Maracana, nous aurons un quart de finale d'ores et déjà légendaire. France-Allemagne, messieurs dames. Ali, un mot sur ce match. Les Algériens sont éliminés, mais ils sortent la tête haute. Quel courage! Magnifique. Qui aurait pu penser que l'Algérie rivalise avec l'Allemagne et se retrouve aux prolongations? Et qui plus est, je veux dire, bon, c'est vrai que Mboli il fait des arrêts exceptionnels et que faut dire aussi que Neuer, s'il sort pas 2 ou 3 fois comme s'il reste comme un gardien normal et qu'il sort pas, ça peut faire des 1 contre 1 pour Slimani. Mais là, on voit on dit ça sert à rien le deuxième but des Allemands, mais en fait, tu te rends compte que ce deuxième but dans les dernières minutes de Ozil fait la différence puisque t'as l'égalisation après. Allez, est-ce que tu penses que dans ce mondial, l'Algérie a quand même franchi un pas et se positionne peut-être comme une nation émergente, en tout cas première nation africaine, peut-être du moment même? Déjà, l'exploit de passer le tour, c'était déjà exceptionnel, mais de rivaliser avec l'Allemagne pendant aux prolongations, c'est beaucoup plus que l'exploit. J'espère juste que à la fois la fédération algérienne et ce groupe de joueurs vont en profiter et continuer à travailler dans le même sens et non pas repartir à zéro comme il avait fait en Coupe du Monde 2010. Oui, on va retenir ça. Ils ont réussi face à une équipe qui était nettement favorite d'arriver jusqu'à les pousser jusqu'à leur dernier retranchement. La prolongation a été bien entendu dominée par les Allemands du fait qu'ils aient marqué tout de suite, mais surtout qu'ils avaient une meilleure fraîcheur physique et de meilleures dispositions techniques, parce que je pense que sur ces deux éléments et notamment sur l'aspect technique, les Algériens ont perdu leur match. Et les Algériens sont en train de sortir en ce moment même de Porto Alegre en pleurs complètement. On va se projeter tout de suite sur le quart de finale France-Allemagne, puisque ça y est, on connaît l'adversaire des Bleus, puisque Polo est avec nous également. Polo, globalement, en se projetant également sur ce quart de finale, est-ce qu'il y a quelques failles que tu as identifiées qui t'inquiètent dans le jeu allemand? Il y en a. Il y en a, mais surtout, ce sont des failles qui ne sont pas nouvelles. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, je dis que ce groupe, sous la tutelle de Joachim Löw, n'évolue pas. Et quelque chose qui est important ce soir, c'est que personne ne peut dire quel est le véritable 11 de cette équipe. C'est tout le temps comme ça. Alors il nous sort des joueurs de son chapeau. Je pense à Mario Götze qui a été sorti au bout de 45 minutes, qui a pas été bon. Il nous sort un 4-3-3 juste avant cette Coupe du Monde avec un Özil sur la droite. Je me demande ce qu'a fait Özil ce soir. Il ne sert strictement à rien. Nous avons 4 défenseurs centraux qui n'ont plus évidemment, c'est très lourd. Evedes qui joue en position d'arrière gauche, qui n'en est pas un, mais qui joue plutôt en défense centrale, voire au poste d'arrière droit, n'apporte strictement rien. Et puis c'est une équipe qui n'a pas augmenté en volume de jeu, c'est-à-dire on dit souvent qu'il y a les groupes et puis ensuite il y a les matchs à élimination directe, et donc on y va crescendo, et cette équipe n'a pas prouvé qu'elle était capable de monter en gamme. Donc le match contre la France me semble beaucoup plus équilibré que ce que je pouvais imaginer. Ça ne veut pas dire que le talent des Allemands n'est pas là, ça veut dire que cette équipe, pour moi, ne progresse plus du tout, et je le répète depuis plusieurs années, sous la férule de cet entraîneur. Polo, moi Daniel, et après je donnerai la parole à une remarque sur le jeu. Plus que ce que tu viens de dire, des défauts que tu pointes depuis longtemps. Moi, je crois que, même je suis d'accord, Ozil, pour moi, c'est du népotisme. Je pense qu'il y a un problème avec Ozil et s'il sort de l'équipe, je pense que cette équipe est bien meilleure. Maintenant, il y a un truc, c'est que je ne vois. Pour moi, le principal défaut, allez, je vais aller direct, c'est l'efficacité. Parce que je ne vois aucune autre équipe capable de se procurer, si ce n'est des occasions, autant de situations, à être autant autour de la surface. On parle de la défense, mais elle concède pas tant d'occasions que ça. Elle peut, tu vois, quand l'âme passe à droite, elle a plein de formules. C'est peut-être un défaut, le fait de pas avoir d'équipe type et tout, mais même quand il fait son bricolage,
ça reste quand même super performant. Pour moi, le vrai souci de cette équipe, c'est de pas, enfin, franchement, sur les occasions, là, il doit, en seconde période, quand ils commencent vraiment à monter d'un cran, à jouer un peu plus, putain, mais ils doivent boucler le match beaucoup plus vite. Ils ont trop d'occasions, trop de situations. Il y a deux choses qui sont importantes. S'ils les mettent au fond, mais ils sont meilleurs que tout le monde, franchement, de loin, hein, vraiment. Il y a deux choses qui sont importantes. Tiens, attends, Polo, peut-être juste Patrick, ton avis sur ce qu'on dit pour l'instant sur l'Allemagne, et après on donne la parole à Polo. Moi, je suis d'accord sur le potentiel offensif de l'Allemagne et sur aussi le fait qu'il ne conclut pas assez par rapport au nombre d'occasions créées. Le ratio n'est pas bon. Mais moi, ce soir, j'aimerais quand même féliciter un joueur. Évidemment, je sais ce que tu vas dire. Je suis d'accord avec toi. c'est Neuer, parce que si il ne fait pas des anticipations, et il y en a pas mal, si les Algériens sont un peu plus justes techniquement, je pense à cette action où on doit lancer Ferrouli tout seul face à en un contre un, le nombre de fois où il a dû sortir en dehors de la surface de réparation, ses anticipations et puis ses arrêts aussi, l'Allemagne peut encaisser le premier but ou se voir remonter au score. Tu pensais à qui, toi, Daniel? Moi, Thomas Müller. Thomas Müller est un joueur fabuleux, mais vraiment fabuleux, quoi. Ce type a une capacité à la course, à faire des courses. Il est technique, il sait tout faire. Il peut jouer à tous les postes. C'est un des meilleurs joueurs du monde, Thomas Müller. C'est un mec totalement sous-estimé. Alors peut-être que l'Allemagne serait plus forte si elle avait un 9, peut-être capable de débuter et finir les matchs. Je sais pas si Klose est encore capable, mais Thomas Müller derrière l'attaquant, sur un côté, devant, n'importe où, il est fabuleux, ce joueur. Il est vraiment sous-estimé. Enfin, vous voyez ce qu'il a encore fait ce soir. Il joue pour deux quand Ozil est bancal, c'est lui qui compense partout. Alors je sais pas s'il va remettre la même compo avec toujours Ozil ou s'il va faire des changements contre la France parce qu'il y aura peut-être des mecs fatigués. Mais Müller, enfin les mecs du Bayern, comme Müller, Schweinsteiger, Lahm, c'est des joueurs fabuleux. Götze m'a déçu ce soir, il a pas du tout été bon. Mais les trois du Bayern là, c'est eux qui font cette sélection. Alors pour terminer juste Polo, après quand je te parle d'efficacité, je pointe moi un autre défaut qui est peut-être moins pointu que ce que toi tu pointes. Mais alors à la différence de ces devancières, et ça lui fait un point commun avec une équipe qui historiquement elle aime bien l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est qu'elle n'a plus le cynisme qu'elle pouvait avoir avant. C'est ce caractère presque un peu méchant sur le terrain. Exactement. Ça lui manque. Elle n'est plus méchante. Les équipes traditionnellement, l'Allemagne, c'était une équipe qui était méchante, exactement comme l'Italie dans un autre genre pouvait l'être. Et je pense que Love et Prandelli se ressemblent sur cet aspect dans leur changement qu'ils ont voulu apporter dans leur foot, à gommer certaines caractéristiques culturelles. Ça, je pense que l'Allemagne, ça lui manque. Par exemple, un Thomas Müller, je le trouve fabuleux. Mais si ce mec, il est méchant, il est encore énormissime. C'est le meilleur joueur du monde. Disons déjà c'est un joueur d'équipe, c'est-à-dire qu'il y en a très peu en ce moment, hein. Donc c'est intéressant parce que moi Thomas Müller évidemment c'est l'un de mes joueurs préférés en Europe, mais pour en revenir, mais je dis pas que des bêtises, c'est d'accord. Non, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant sur l'histoire de l'efficacité, c'est vrai que c'est un problème récurrent. C'était la même chose à l'Euro 2012. Il fallait en moyenne, alors ça le rapport qui a été sorti par la fédération allemande, c'est après chaque tournoi, toutes les fédérations en fait ont fait l'analyse de l'équipe, a aujourd'hui besoin de 3 fois plus d'occasions de marquer un but que par rapport au mondial 2010 par exemple. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est énorme la différence. Ensuite, n'oublions pas que ce soir l'équipe d'Algérie avait quand même un bloc très bas et défendait tous. Donc oui, c'est pas facile de marquer contre les équipes comme ça. Facile de marquer comme ça, mais il faut aussi peut-être le provoquer. Je rappelle que Klose est le seul véritable numéro 9 à 36 ans et le seul joueur de ces 23. Donc on préfère des joueurs techniques. Et là où je te rejoins, c'est sur ce côté cynique. Le problème, c'est que ce débat ne peut plus exister en Allemagne parce qu'on a fait changer complètement culturellement les joueurs en proposant plutôt des joueurs techniques plutôt que des joueurs entre guillemets à caractère, et que ces joueurs de caractère n'existent plus. Alors on adorait les détester, mais sauf que c'était super efficace. Et aujourd'hui, le problème c'est qu'on peut pas les créer. Des joueurs, on est en tant que leader, on est avec un caractère de cochon à la Effenberg, à la Matthäus, etc. Ça c'est pas dans les centres de formation, c'est-à-dire qu'il faut les valoriser ces joueurs-là. Et en plus, on peut plus les amener dans cette équipe allemande puisqu'ils n'existent plus. Le dernier, pour simplifier, c'est Ballack, c'est la génération Ballack, Frings, etc. qui sont des têtes de cochon. Mais ça n'existe plus en Allemagne ces joueurs-là. Mais pour en revenir donc à l'efficacité devant le but, oui c'est un problème. Maintenant, l'équipe d'Allemagne ce soir n'a quand même pas été tellement performante non plus.
sa globalité. Quand on voit le but de Zil, il faut m'excuser, mais l'occasion de Chorleux, on n'a pas besoin d'être un attaquant de pointe pour jouer la chose mieux que ça. Le gars, je sais pas avec quelle nonchalance, il met ce ballon de pied gauche sans force ni rien. Alors, il ne prend pas le temps. Et là, il est vraiment pas tueur du tout, comme tu dis. Là, les Allemands, c'est vrai, qu'ils nous ont montré autre chose. Et l'inverse de ça, c'est Mesut Özil. Alors lui, il est vraiment gentillet. Il est et c'est moi aussi, il commence à me. Ça fait longtemps qu'il m'agace. Un joueur allemand comme ça. Il est très bon, mais il est pas allemand dans l'esprit où il prend le ballon, il s'amuse, il se fait plaisir et il oublie d'être efficace. Est-ce qu'on peut se détacher un petit peu du match de ce soir et mettre l'équipe de France dans la danse et se projeter sur le match de vendredi, ce quart de finale? Sachez déjà que sur rmcsport.fr, vous avez un article avec les coulisses de la victoire des Bleus, avec quelques anecdotes notamment dans le vestiaire. Didier Deschamps qui a pris à part Pogba pour lui dire: tu as été à la hauteur de l'événement, tu as su faire taire les sceptiques. Pogba, premier buteur des Bleus lors de la victoire face au Nigeria. Est-ce que du coup l'équipe de France a clairement une chance face à ces Allemands, ou est-ce que la France sera outsider parce que l'Allemagne a quand même plus d'expérience au haut niveau et il faut y aller de manière très prudente? Patrick? Si je ne fais que le comparatif entre l'équipe de France et l'équipe d'Algérie, alors bien entendu, ça sera pas le même match, ça sera dans 4 jours. Il faudra voir aussi l'effet de la fatigue sur les organismes. Je dis que l'équipe de France peut faire au moins aussi bien que l'Algérie en étant plus efficace techniquement. J'insiste vraiment là-dessus. Je me suis offusqué nombre de fois où les Algériens ont loupé des choses assez simples comme faire 2 passes vers l'avant, et à un moment ça devenait très compliqué. Les passes étaient vers Raïs Mboli, c'était compliqué. Donc l'équipe de France a la possibilité, même si elle ne fait pas de jeu, de mieux contrer cette équipe allemande. J'aimerais que dans la folie de Löw, il ne remette pas son capitaine arrière droit, parce que là ça va beaucoup mieux, hein. Quand l'âme se retrouve sur le côté droit pour l'ensemble de l'équipe, je sais pas si. Tu veux qu'il le remette arrière droit? Oui. Non, je veux pas qu'il le remette arrière droit. Qu'il le remette au milieu. Oui, qu'il le remette au milieu. C'est ce que j'aimerais vraiment, parce que là, quand il passe sur le côté droit, il est beaucoup plus ennuyant. L'équilibre de l'équipe est meilleur, même si elle n'a pas été exceptionnelle. Daniel, Polo? Ouais, vas-y Daniel. Tu veux chercher à envisager, anticiper ce que peut donner le match de vendredi? Oui, excuse-moi Daniel, mais on va faire ça pendant 4 jours. Donc bon. Mais c'est tellement compliqué cette Coupe du Monde. Déjà, imaginer que l'Algérie puisse faire un tel match, quand tu vois les Bleus aujourd'hui, qui, moi je le répète, le résultat peut aveugler, mais dans le contenu il n'y a pas grand-chose. Les Allemands dans le contenu c'est très bien, mais pas dans la finition. Deschamps est capable tactiquement d'emmerder n'importe qui dans le foot. Moi, je sais pas. Si les Allemands arrivent à être efficaces, pour moi, les Allemands, c'est les plus forts. Pour moi, les Allemands, ils gagnent la Coupe du Monde si devant ils arrivent à trouver l'efficacité. Il y a eu aucune autre équipe qui a le jeu de passe, les transmissions. Ils vont même plus vite que l'Espagne quand elle gagne ses 3 compètes, je trouve. Pour l'instant, elle n'a pas trouvé l'efficacité devant. Donc donc je te dirais que je vois l'Allemagne, mais la France de Deschamps, pour moi ça reste un mystère, et une équipe capable de dire que ce sera un match très différent du Nigeria aujourd'hui. Parce que est-ce que les Français vont attendre? Est-ce que les Français vont attendre? S'ils attendent derrière, en contre ils sont capables de faire plus mal que l'Algérie a fait aujourd'hui, parce que ça me semble meilleur techniquement. Maintenant, si les Français sortent un peu plus que les Algériens, ça fera plus d'espace pour les Allemands. Mais tactiquement, je pense que Deschamps va attendre. Il va laisser le ballon aux Allemands. Et après, ça dépendra du temps si les Allemands trouvent l'ouverture tôt dans le match, ça va être emmerdant parce qu'il faudra voir le plan B de Deschamps. Mais plus le match avancera et plus le 0-0 durera, là, pour les Bleus, ce sera tout bon, quoi. Polo, tu le vois comment? Je pense que même si la France de Didier Deschamps ne prendra pas des risques ou ne prendra pas trop de risques au début en tout cas, il y aura beaucoup plus d'espace pour l'équipe d'Allemagne que et puis l'état physique, comment les mecs vont être? On est lundi, c'est vendredi. On verra dans quel 11 il va mettre, parce qu'il peut tout changer, ne l'oublions pas. Il peut mettre des vrais latéraux, il peut changer, il peut remettre la main droite. Polo, toi? Mais je ne crois plus à rien. Mais je me dis que
Non, mais je veux dire, peut-être qu'il a il y a une leçon. Il y a une leçon ce soir, c'est que les Allemands ils vont retomber de leur nuage. C'est-à-dire que ce soir ils peuvent pas être contents de leur performance. Ça peut leur Donc faire ça du bien. peut être une bonne chose. Ça peut leur faire du bien. Tu peux très bien imaginer qu'ils mettent Klose comme un va-tout au début du match. Tu peux très bien imaginer que Schürrle soit titulaire. Tu peux très bien imaginer que Özil, malgré son but qui cache son match catastrophique du soir, Özil sur le banc, j'ai du mal à y croire. Excuse-moi, mais bien sûr. pour moi c'est le petit chouchou. Est possible. C'est le chouchou. Hein. C'est tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que déjà ils vont s'en prendre plein la tronche dans la presse allemande demain par rapport à leurs prestations, les uns et les autres. Je pense notamment aussi à Benedicte Vedes qui n'a strictement rien apporté aujourd'hui dans le offensivement l'arrière gauche. Et donc il y a toutes ces choses-là. C'est la plus grosse énigme au Vedes arrière gauche. Ce qu'il peut y avoir, ce qui peut se passer, c'est alors par rapport au positionnement de Lahm, encore que pour Löw, ce serait un peu revenir sur quelque chose qu'il semblait vouloir inventer. Oui. Inventer. Il a juste copié. Oui, pardon. Il a prolongé l'invention. Voilà, exactement. Pardon. C'est que Khedira, que j'avais pas trouvé bon au début de la compète, là quand il est entré, franchement il a été bien meilleur, vraiment bien, très bien. Donc s'il est rassuré par Khedira au milieu, peut-être il peut se dire je n'ai plus besoin de Lahm au milieu et je le remets arrière droit, et là pour l'Allemagne c'est un vrai déjà, plus, il va... Intégrale RMC Brésil. Intégrale RMC Brésil. Argentine, Suisse. Match replay. Messi qui accélère, Léo Messi à l'entrée de la surface, Messi qui écarte côté droit, la frappe et le but. Intégrale RMC Brésil, Gilbert Bribois. Et bonsoir à tous, l'intégrale RMC Brésil continue jusqu'à 1h du matin après ce match à suspense Argentine-Suisse. L'Argentine l'emporte à partout après la prolongation. Et tout ça, bien sûr, avant l'autre match du jour à 22h tout à l'heure, Belgique-États-Unis, qui démarre donc dans maintenant 1h22. Il y a quand même un point commun à tous ces huitièmes de finale, les gars, c'est que ils semblent à peu près tous déséquilibrés. Et en fait, il n'y en a aucun qui est déséquilibré. C'est quand même assez incroyable. C'est vrai. De Brésil-Chili à celui-là, il y a un nivellement des valeurs qui est impressionnant. C'est le bon côté de la chose. Hein. Moi, je me souviens comment on avait expliqué que les Allemands allaient détruire les Algériens, par exemple. Là, on était à peu près sûr que les Argentins allaient s'en sortir assez facilement. J'avais même prévu que Messi allait en profiter pour remettre 2 ou 3 buts. Au final, bon, certes, il s'est montré décisif sur cette accélération fin de match, mais les Suisses les Suisses sont redevenus l'équipe qui tout simplement qu'ils sont. Je crois, j'ai écouté là. 2 défaites en 21 ou 22 matchs. Donc il faut se rappeler quand même que le fait de jeu contre notre équipe de France à 0-0, ils perdent l'arrière central qui les déstabilise complètement. Hein. Sur le déséquilibre, ces huitièmes qui sont finalement équilibrés, Roland, t'es étonné toi aussi, ou finalement pas tant que ça? Non, pas tant que ça, mais de l'autre côté, là j'étais en train de faire des petits calculs rapides. Tu te rends compte de la liste de belles équipes qui peut y avoir là. Bon, c'est pratiquement terminé là maintenant. Pour les huitièmes, pour les quarts, c'est fabuleux. Ah bah oui, là on va avoir des quarts superbes, évidemment. Bon, il manque quand même quelques équipes, hein, rappelons-le, qui sont déjà rentrées. Oui, non, mais regarde pas celles qui manquent, regarde celles qui sont dans les quarts, ça te fait 8 équipes. Bon, à part le Costa Rica, qui est la surprise de ces quarts. Le reste, bon, on connaît pas encore le résultat de Belgique et États-Unis, mais le reste, c'est magnifique, oh. C'est sûr que ça n'a pas été brillant, hein. Faut pas être aveugle pour voir ça. Non, mais moi, ce qui m'inquiète réellement, c'est que à part sur des coups d'éclat de Messi, effectivement, il n'y a pas grand-chose dans le jeu. On a vu que face à un milieu de terrain cohérent, bien organisé, comme avec Berami Hindler, Mascherano, Gago ont été totalement inexistants. Ils ont été incapables de ressortir un ballon proprement. Et quand on regarde les solutions qui sont sur le banc, qu'est-ce qu'il y a sur le banc? Il y a Biglia, Alvarez, Pérez. Il n'y a pas grand-chose comme solution de remplacement. Ouais. Donc voilà. Effectivement, moi je l'avais dit, c'est une autoroute pour aller vers les demi-finales, mais il faudra voir maintenant à réellement s'occuper de ce problème de fond de jeu.
Mais tu sais que l'autoroute, donc c'est le vainqueur de Belgique-États-Unis. États-Unis, oui. Ouais. Attention, parce que si tu te fais accrocher par les Suisses comme ce soir, et tu sais que bon, mon favori, c'est l'Argentine, avec Messi, meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Ce soir, il est encore absent la plupart du temps, mais il fait cette accélération, et à la sortie de son accélération, il s'informe, il fait cette passe magnifique à Di Maria. La Belgique ou les États-Unis, que j'ai trouvé quand même assez bon, ça sera pas évident. C'est quand même en non dessous plus. de la Suisse, je pense. Que ce soit la Belgique ou les États-Unis. Ah, pour moi, c'est au-dessus. Alors, restons. Gustavo, tu veux rajouter un truc sur le match là et sur la prestation argentine? Juste demander les ballons d'or pour Di Maria parce qu'il a fait un match incroyable aujourd'hui. Il vient de faire une fin de saison avec le Real Madrid aussi. Donc je pense que c'est juste qu'il mérite au moins d'être nominé entre les 3 meilleurs joueurs du monde. Juste ça. Ah, carrément. Moi, j'irais pas jusque-là, mais je resterai quand même sur Ángel Di Maria pour dire que j'avais le sentiment en regardant ce match que ça pouvait venir de lui, la différence. Alors je l'avais plus vu passeur que buteur, à vrai dire. Je voyais pas trop comment Lionel Messi aujourd'hui, encore une fois, faisait la différence, mais je pense que c'est à peu près la 4e fois dans cette compétition qui fait la différence là où on ne l'attend pas. Messi qui prend le ballon le long de la ligne de touche, il a 2 joueurs, improbable, il arrive à déplacer 2 joueurs, à créer des actions, c'est vrai, mais il est tellement, il marche tellement. Je pense que plus il vieillit, il est pas très vieux, plus il marche sur le terrain, qu'on se dit. Tandis qu'Ángel Di Maria, lui, il a des jambes de feu. Il frappait, je crois qu'il a beaucoup frappé au but aujourd'hui. Il a cadré en plus ses frappes. Dans le dribble, il était bon. L'arbitre n'a pas voulu sanctionner de carton jaune le nombre de fois où on l'arrêtait. Et puis finalement, Ángel Di Maria, qui est ce très bon joueur de l'année 2014. Heureusement, aide Messi un peu et prend le relais. Il y a eu 29 tirs dans ce match côté argentin, 29 tirs. Bon, alors vous allez me dire, ok, il y a la prolongation et tout, mais enfin c'est quand même un chiffre qui est pas commun, quoi. 29 tirs argentins, même si le jeu était tout pourri, coach. Oui, mais bon, moi je mise sur Messi, Di Maria, ok, et je trouve que même si ça s'est pas vu ce soir, l'absence d'Agüero au niveau de l'équilibre de cette équipe, je pense que c'est tout sauf une catastrophe. La Belgique a été transparent. Ben oui, mais bon. Par contre, Palacio, faut remarquer sur son entrée, sur le but, c'est lui qui va chercher le ballon dans les pieds d'un Suisse, qui élimine 2 joueurs et qui lance Messi. Moi, je pense que Palacio doit commencer tous les matchs. Maintenant qu'il est rétabli. Seulement sur ça, excuse-moi, parce que... Non, écoute, c'est une question de déplacement. Patrick, t'as été avancé, c'est une question de déplacement. Il a été décisif, mais en plus, ses déplacements sont quand même beaucoup plus complémentaires avec ceux d'Higuaín, et ils sont beaucoup plus intelligents. Je suis d'accord, on en avait parlé la dernière fois et je te disais que je préférais bien entendu que Palacio était là et hormis cette action que tu fais très bien de décrire, malheureusement, j'avais pas le sentiment que pour Sabella, ça doit être aussi évident que ça sur ce qu'il a montré. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord. C'est une question d'état de forme, Patrick. Tu sais, il a repris la semaine dernière l'entraînement collectif. Fallait lui laisser un peu de temps. Ça compte, à suivre. Messieurs, il y a quand même un truc assez étonnant. Je sais pas si vous vous êtes fait la remarque déjà, mais regardez, là depuis plusieurs jours, on se retrouve à la même heure pour commenter les matchs. Avant-hier, c'était les Pays-Bas. On disait ouais, ils sont qualifiés, mais franchement, c'était pas top dans le jeu, c'était même bidon. Hier, c'était la France. On disait globalement la même chose. Ce soir, c'est l'Argentine. On dit encore la même chose. Donc, est-ce que c'est nous qui avons peut-être un œil... Et les Allemands, voilà. Est-ce que c'est nous qui avons peut-être un œil un peu, qui est pas le bon, je sais pas. Est-ce que c'est la fatigue du premier tour? Est-ce que on a une Coupe du Monde qui finalement, même s'il y a beaucoup de buts et de spectacles, est pas au niveau du jeu si exceptionnel que ça? Enfin, je sais pas comment est-ce que vous interprétez. Sur ce dernier argument, je dirais non. Au niveau du jeu, la Coupe du Monde. À chaque fois, on n'arrête pas de dire que ça joue mal. Au premier tour, au premier tour, on a tous. Il y a eu des beaux matchs quand même, Gilbert. Ça se jouait. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que le climat nivelle les niveaux. Qui ont défendu ont fait que les matchs n'étaient pas beaux, mais il y en a avoir peut-être 3 ou 4. Là, restons sur l'impression globale. C'est les 48 premiers matchs. Et parmi ceux-là, il y avait au moins 40 bons matchs. Donc. Ça vous a pas fait penser quand Zemali tape le poteau de Romero à la fin? Ça vous a pas fait penser à Pinilla qui envoie sur la barre face au Brésil un peu? Dans le scénario, dans les dernières minutes. D'ailleurs, il y a un truc quand même. On parlait tout à l'heure des 8e serrés. Enfin, au final, c'est toujours le premier de groupe qui s'est qualifié. Et encore ce soir.
Donc c'est bon signe peut-être pour la Belgique tout à l'heure, qui était premier de sa poule face aux États-Unis. Donc les matchs sont serrés, mais au final, on attend encore la surprise des huitièmes de finale que pour l'instant on n'a pas vu quelque part. Il n'y a pas eu de surprise. J'étais persuadé que ça serait du côté de l'Allemagne-Algérie. On s'est trompé et là pas beaucoup finalement. Et là j'attends quand même la Belgique. La chaleur joue beaucoup, j'ai l'impression, Gilbert, sur le nivellement des deux équipes. Là par exemple, on voyait bien les Argentins, ils étaient friconfiés à la fin. Ils étaient perclus de crampes. Au bout de 2 heures. Ouais, mais alors que les Suisses avaient l'air encore plus frais. Et je pense que des équipes qui sont sur le papier plus faibles techniquement, un peu moins bien organisées, je pense que quand les conditions sont un peu plus difficiles, il y a toujours cet effet-là. Je mets plus ça sur le compte de la saison longue. Regarde les Allemands, ils ont joué hier, il faisait 13 degrés, donc ils faisaient un temps tout à fait allemand. Ils ont fini aussi cramés que les autres qui ont fait les prolongations sous la chaleur. Quelle équipe t'a impressionné pour l'instant en huitième de finale? Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut se faire une idée par rapport à ce que nous a montré la France. J'ai pas été impressionné en huitième de finale par aucune équipe, à vrai dire. Est-ce qu'il ne faut pas, du coup, comme on a eu des huitièmes de finale, on va considérer que le Belgique États-Unis s'est déroulé de la même façon. Ne doit pas-on considérer que le premier tour est finalement le vrai révélateur de ce qui va se passer en quart de finale, parce que c'est compliqué, hein, si on prend ce qui s'est passé en huitième, Brésil-Chili compliqué, Pays-Bas-Mexique et la Colombie. Colombie. Alors la Colombie, est-ce qu'il faut pas un peu pondérer la Colombie? Déjà, ils avaient franchement pas le groupe le plus compliqué au premier tour. Les Colombiens et l'Uruguay, on a vu qu'ils étaient complètement cramoisis sans Suarez, ils ont rien fait du tout. Est-ce qu'il faut pas attendre que la Colombie joue Moi, je pense qu'on va vraiment savoir ce que vaut la Colombie en quart de finale contre le Brésil. C'est sûr. Oui, mais en quart de finale, on va savoir pour tout le monde. Et on va voir si le Brésil est capable de battre la Colombie. Mais ils ont quand même laissé une bonne impression, c'était cohérent dans le jeu, c'est solide derrière, devant ça va vite. Au premier tour, ils avaient peut-être le groupe le plus facile. Grèce, Côte d'Ivoire, Japon. Et comment ils l'ont géré? Ils ont gagné 3 matchs. Géré facilement. Non mais oui, mais ça c'est la même chose qu'on disait avec l'équipe de France. Si c'est facile et que tu gères facilement, ça veut dire que tu confirmes que tu es bon. Ça veut dire que tu confirmes. Exactement, et l'Argentine, ça devait être facile aussi. Ils n'ont pas laissé cette impression de supériorité, cette impression de cohérence dans le jeu et sur le terrain. Allez, quelques tweets, messieurs. Le hashtag RMC Live est là pour vous. Moi, Ben qui nous dit: je pense que les équipes sont fatiguées, notamment celles qui avaient des gros groupes. Benjamin nous rappelle que les premiers groupes sont passés, on l'a déjà dit. Ben qui dit 29 tirs pour l'Argentine. En fait, c'est pas beaucoup quand tu vois la domination argentine pendant ce match. Gilbert, ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons pu faire ce qu'on avait envie contre l'Équateur. Et ensuite, on a évité les prolongations contre le Nigeria. Donc ça fait quand même, pour l'écart, 2 points, 2 petits détails importants. Ça, exactement. Maxime, on te remercie. On va t'envoyer un t-shirt RMC Sport à toi aussi. Pour conclure sur l'Argentine, parce qu'on va laisser Jonathan. Donc il faut retenir quoi au final? Messi toujours décisif. Di Maria ce soir. Bon c'est son match, on l'a vu. Pardon? Un bon lieutenant. Un bon lieutenant, voilà. Et puis toujours ces problèmes de défense centrale dont tu nous parles depuis le début. Il y a 3 choses. Moi je retiens donc bien évidemment, vous savez que c'est un peu mon chouchou, l'entrée de Palacio, qui a été décisif et qui a montré amené beaucoup plus de diversité devant. Je trouve que Garay est mieux. Derrière, Garay est beaucoup mieux. On le sent qu'il arrive à maturité physique par rapport à sa blessure qu'il a contractée pendant la préparation. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et troisième chose qui sera à mon avis déterminante pour les quarts de finale, c'est que Roro va être suspendu. Donc ça va être Roro qui n'était déjà pas l'assurance tout risque, ça va être Bacenta qui va jouer à sa place. Bacenta qui est un défenseur central qui joue au Mexique et qui c'est pas du tout son poste. De se rendre compte tu dis ça pour nous, hein. Mais bon, si comment tu le dis, non, je dis c'est dommage de ne pas avoir eu le temps de se rendre compte pour Bacenta. De toute manière, c'est le même problème qu'Oro, ce n'est pas un latéral gauche de métier. C'est un défenseur central qui est un peu lent, qui peut jouer partout à mon avis sauf latéral gauche, techniquement un peu rustre, très solide, très très bon dans les duels, mais comme je vous ai dit assez lent, donc c'est tous enfin latéral gauche. Donc c'est lui qui occupera le poste en quart. Donc à voir ce que ça va donner. Donc l'Argentine est à l'image des autres avec cette particularité dans son jeu. C'est la seule équipe qui fait ça, de se reposer à ce point sur Messi, à attendre à ce point. C'est dingue parce que tout le monde rêve en Argentine évidemment du sacre. Tout le monde rêve
à ce que ça ressemble à l'équipe de Maradona. Tout le monde rêve que Messi soit le nouveau Maradona. Et ça ressemble étrangement à ce qu'était l'Argentine avec Maradona, à savoir à un moment, quand on lui donne le ballon, il va forcément faire un truc. Il peut en rater 5, mais à un moment, il va se passer un truc et il se passe toujours un truc. Patrick, on peut encore jouer comme ça en 2014 ? Et ça m'étonne vachement. C'est vrai, Jean-Louis, c'est vrai. Je dirais que Maradona, Messi font partie de ces joueurs complètement particuliers dans l'histoire du football, qui font qu'on peut changer les règles de beaucoup de dictats. Mais tu vois, depuis le début de la Coupe du Monde, on dit il faut un collectif pour gagner. Avec Messi, c'est pas possible parce qu'il est tellement au-dessus. Eh ben, c'est ce que j'ai dit aussi depuis le début de la compétition. J'ai dit sauf quand on a un Lionel Messi dans son équipe. Même avec le Portugal et Cristiano Ronaldo, je ne crois pas en cette exception. Je pense que Messi est vraiment cette exception. C'est pour ça que j'ai toujours mis l'Argentine dans mon favori au sacre final, dans mes favoris avec le Brésil, parce que Lionel Messi est vraiment capable de décider. Je vois cette action, moi, qui m'a vraiment marqué aujourd'hui. Alors c'est pas tant l'action du but, parce que celle-ci on la reverra et on pourra facilement la décrire. Mais moi, il y a une action où il se retrouve coincé entre deux joueurs le long de la ligne de touche, et il arrive à les mystifier comme s'ils n'avaient pas existé, quoi. Il se retrouve après aux 18 mètres. Mais j'ai envie de dire, il prend presque ses adversaires pour des enfants quand tu vois l'insolence avec laquelle il va parfois provoquer. Alors 7 fois sur 10 il tombe dans le mur, 2 fois sur 10 t'as une patte qui fait que la passe ne passe pas, le dernier dribble ne passe pas, et puis 1 fois sur 10 et c'est suffisant, ça fait la différence et ça fait but. On a vu ça depuis le premier match au Maracanã contre la Bosnie-Herzégovine et jusqu'à ce quart de finale aujourd'hui. Joueur particulier, joueur exceptionnel, c'est pour ça que on peut compter sur Lionel Messi pour pousser l'Argentine. Tu sais, Jean-Louis, quand tu disais est-ce qu'on peut jouer comme ça aujourd'hui, je suis absolument d'accord, et c'est la question que j'arrêtais pas de me poser en regardant le match. À un moment, je le regardais et je faisais ces analogies, je pensais à ça et je regardais ce 11 là et je me disais mais c'est dingue, quoi. Tu te demandes comment, si inconsciemment, c'est vrai que ça semble anachronique, et si inconsciemment les Argentins ne sont pas dans cette idée, quoi. Il y a Messi, c'est Maradona, je voyais Di Maria, c'est son Burruchaga. Je cherchais qu'il pouvait. Je me demande à quel point Sabella, Burruchaga était quand même un très bon joueur, très important. Le mimétisme aussi. De quoi ? Je me demande si Sabella pousse pas également ce mimétisme. Mais je te dis, c'est peut-être inconscient. On lui a donné les clés en le mettant dans une position totalement libre avec ce numéro 10. Di Maria, m'a fait penser aujourd'hui. Je me dis, ça a l'air d'être son Burruchaga. Je me disais, bon, est-ce que Higuaín peut être son Valdano devant, le mec qui à un moment. Voilà, il l'est pas du tout, parce qu'Higuaín c'est peut-être le seul point noir vraiment. C'est qu'il n'y a pas de neuf autour mais de on Di sait Maria, très bien qu'Higuaín c'est le mec qui dans un match va pouvoir te sortir le but où tu vas dire, c'est vrai que c'est un vrai neuf, lui, tu vois. Il y a peut-être Romero qui me fait peur dans cette équipe. Parce que tu crois qu'il était bon, le gardien de l'Argentine à l'époque. Il peut peut-être les plomber. Tu crois qu'il était bon à l'époque, leur gardien qu'ils avaient? Il était pas plus fort que Romero aujourd'hui, hein. Et c'est fini. La Belgique est en quart de finale de la Coupe du Monde. Victoire de la Belgique ici à Salvador. 2-1 face aux États-Unis. Il y avait 0-0 à la fin des 90 minutes. C'est De Bruyne qui a ouvert le score à la 93e. Lukaku a doublé la mise à la 105e. Et Julian Green avait réduit l'écart pour les Américains à la 107e. Mais victoire finale des Belges, 2-1, qui n'ont même plus la force de fêter leur victoire. Il y en a plusieurs qui se sont écroulés sur la pelouse. Mais en tout cas, ils affronteront bien l'Argentine en quart de finale de cette Coupe du Monde. Victoire de la Belgique 2-1 face aux États-Unis. Merci Rodolphe. On va laisser Stéphane Powell se récupérer de 3 minutes. Il sera avec Jean-Louis Tour dans quelques instants. Bravo Popo. On est qualifiés, les petits Français. La classe. On est là, les petits Belges. On est content pour vous. On est content. Eric, Greg, un petit mot de conclusion. Finalement, vu le match, c'est quand même logique de voir les Belges se qualifier. Ils ont tiré 38 fois au but. Tiens, je vois la stat là sous les yeux. Et 27 cadrés. Donc, je sais pas, au Ward, il va avoir combien de mains 9, 8, 9. Il va avoir 10 sur 10. Il a fait combien? Donc il y a 25 arrêts, donc il a fait. C'est énorme, c'est un spécifique, quoi. Il a fait un spécifique au Ward. Pendant son match. C'est un truc de dingue. Il a fait un spécifique gardien. Non, la logique est respectée au vu du match.
Mais franchement, les Belges, ils sont fait peur quand même. Hein. C'est un truc de dingue. Commencez pas les Français, on est qualifiés, vous êtes pas fait peur non plus, vous? Bon. Mais tout le monde s'est fait peur. 2-0 nous quand même. Hein. Stéphane reste avec nous parce qu'on va rester vraiment sur la Belgique dans les minutes qui viennent et après on se projettera un petit peu. Tu le dis, toujours à l'arrache, mais à l'arrivée, à l'image de tous ces quarts de finale, de tous ces huitièmes de finale, pardon, c'est le premier de poule qui se qualifie et dans la difficulté, la Belgique n'a pas dérogé à la règle, Stéphane. Ouais, mais c'est une équipe qui était 50-50 au départ, les Américains. Donc je pense que même niveau que nous, on était juste un peu plus vif. Je pense qu'on a plus de qualité individuelle, mais on a bien vu quand même qu'on a gratté, on a pioché. Mais c'est l'état d'esprit du coach. Hein. Je pense que Wilmots, il a su souffler une dynamique collective. Et je pense quand même qu'il nous manque encore de l'expérience pour pouvoir affronter les toutes grandes nations. Parce qu'il faut être honnête aussi. Bon, les États-Unis, on a tapé dans le premier groupe, la Corée, l'Algérie, on était courageux hier, mais enfin, et la Russie. Bon, je pense que contre les Argentins, c'est un véritable test, mais vu comment ça se passe et vu ce qu'ont montré les Argentins, si Lionel Messi est un petit peu grippé ou bien il est pas bien, on a peut-être une chance. Voilà, mais c'est déjà bien. Voilà, nous sommes en quart de finale, c'est énorme. Je veux dire, pour la Belgique, ça fait 12 ans qu'on n'avait pas été à la Coupe du Monde, et c'est chouette ce qui se passe. Voilà, c'est l'effervescence dans le pays. Et on a quelques bons joueurs. On a un bon gardien, Courtois, il est vraiment fort. On l'a encore vu en fin de match. Et ce petit De Bruyne aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match, De Bruyne. Honnêtement, c'est l'homme du match. C'est lui qui débloque la situation en plus, Patrick. Quelle image te laisse cette Belgique à l'issue de ces 120 minutes? Ouais, c'est sûr que c'est De Bruyne qui décante la situation. Buteur, passeur. Thibaut Courtois, pour moi, est certainement le meilleur gardien du monde. Allez, il a bataillé avec Neuer peut-être aujourd'hui, mais j'estime que vu son talent, il aurait pu ne pas encaisser le but qu'il a encaissé. Alors je suis pas en train de dire que c'est de sa faute, mais techniquement il était capable de se défaire de cette frappe. Daniel, cette Belgique, elle te plaît? Écoute, oui, je pense que quart de finale, c'est très bien pour cette génération qu'on attendait depuis longtemps. C'était, je crois, une sorte d'objectif un peu rêvé par les Belges. A priori, ça ira pas plus loin. À moins que dans un match, rien, Daniel, parce qu'on a progressé aujourd'hui. Moins que dans un match plus ouvert, ils aient des possibilités et que Eden Hazard se réveille, parce que Eden Hazard, quand même, depuis le début de cette compétition, est inexistant. Ou par petit instant, c'est vrai, on se souvient quand même de 2 passes décisives très importantes, mais dans le reste du jeu, il est très en dessous, alors que ça devait être le leader de cette équipe. Il est en dessous de De Bruyne, qui est bien supérieur à lui. Il est en dessous de Dries Mertens. Il est en dessous des mecs du milieu de terrain. Il est en dessous des défenseurs. Il est 8e, 9e dans la hiérarchie des joueurs de cette équipe aujourd'hui, et ça c'est pas là qu'on l'attendait. Maintenant, Daniel, excuse-moi, mais pour défendre un peu ce joueur. Alors, bien entendu, tu parles sur son talent de base qui est énorme, mais moi j'estime que pour lui, c'est pas cette année où on devait nécessairement l'attendre. Moi je parle du présent, du monde. Moi je pense, mais je pense que vu son jeune âge dans le football de très haut niveau, je ne parle pas de Lille, il y a plein de mecs qui sont aussi jeunes que lui, qui brillent plus que lui dans cette Coupe du Monde. Et je fais bien entendu attention à ça, parce que si tu peux toujours me dire qu'Pelé à 17 ans il a été champion du monde, ça c'est comme ça. Mais moi je dis que par rapport, qui est plus jeune que lui, a déjà été remarqué plus que lui, quoi. Par exemple. Après c'est pas la même. Tu peux pas comparer, tu peux pas les mettre sur le même plan, Daniel, parce qu'Origi personne l'attend. Dès qu'il fait un truc bien, tout le monde applaudit. Hazard, on attend plus. Et bah donc si t'en attends plus, c'est qu'il est pas bon. Tu dis pas qu'il est pas bon. Eden Hazard, on ne voit pas dire qu'Eden Hazard fait une mauvaise Coupe du Monde et qu'il est inexistant par rapport à ce qu'on attend de lui. Enfin, excusez-moi, mais là je vous comprends pas. Je n'ai pas contré ces dires là. Je dis que par rapport aux autres grandes stars de cette compétition, je ne l'aurais pas mis dans je n'aurais pas mis dans le lot des Messi, Eden Hazard, un mec qui est à peu près chiffré à 60 millions sur le marché des transferts européens, attendu Ligue des Champions et ça, il est satisfaisant dans cette Coupe du Monde.
Attendez, non, mais c'est pas ça qu'on dit, Daniel. Je viens encore de dire que je n'ai pas contredit cela. Vous avez un type comme Rames Rodriguez, même génération. C'est une bonne surprise. Rames Rodriguez, c'est une très bonne surprise. Non, mais Daniel, t'es d'accord avec Patrick quand il dit quand même qu'on le met pas sur le même plan que Messi, Ronaldo et les stars vraiment confirmées. Je pense que c'est ça que dit Patrick. C'est ce que je voulais dire, mais il m'écoute pas. Moi, je me fous un peu des comparaisons. Je parle au présent, je regarde, je dis juste Eden Hazard. Moi, je me suis permis de faire la comparaison. Eden Hazard ne fait pas une bonne Coupe du Monde. Eden Hazard et la Belgique est en quart de finale. Il y a moyen d'en placer une ou oui, pas? vas-y Stéphane. Si ça dérange pas, monsieur Riolo. Vas-y Stéphane. Si t'arrives à me dire qu'Eden Hazard est bon, là, je t'applaudis, là. Écoute-moi bien. Bon, t'es le même qui m'avait dit que les Algériens c'était des billes. Je suis quand même le premier qui t'ai dit que c'était pas des billes. Et donc voilà. Donc t'as pas toujours raison, Daniel Riolo. Et moi, j'ai pas toujours raison non plus. Bon, alors je t'explique. Et alors, et c'est quoi? C'est champion du monde, l'Algérie, maintenant? C'est quoi l'histoire? Ils ont montré de belles choses. Toi, si je les écoutais, j'ai même dit qu'ils allaient se qualifier. Tu m'as pris pour un fou. Et que Vaïd était un bon coach. Allez, Stéphane. Oui, mais ils se sont pas qualifiés. Excuse-moi. Je t'explique, mon cher ami Daniel. C'est que Eden Hazard est un joueur qui a 23 ans, si je dis pas de bêtises, 23 ou 24 ans. Donc c'est plus un jeune joueur. Donc c'est plus un jeune joueur, mais c'est un joueur confirmé, qui pour l'instant, les 2 matchs sur 3 dans les poules nous a qualifiés, parce que c'est lui qui donne les 2 caviars contre la Corée et contre la Russie. Donc si tu estimes que c'est pas suffisant, nous en tant que Belges, on estime qu'effectivement, on s'attend à un plus grand Eden Hazard, mais pour l'instant, il fait son travail. Et qu'est-ce que tu diras contre l'Argentine si c'est lui qui te qualifie contre les Argentins? Là, tu diras quoi? Tu vas faire un grand mondial. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ce moment-là? Je pense que vous avez des attentes. Je pense que Eden Hazard, il est dans un collectif avec Wilmots, il fait son travail défensif, il joue dans un système avec De Bruyne où c'est pas que lui qui tire la couverture de l'équipe. Et j'estime que il n'est ni exceptionnel, ça nous sommes d'accord, mais tu vas pas me dire que Eden Hazard n'est pas bon contre la Russie. Mais bien sûr qu'il est pas bon. C'est lui qui nous qualifie. Dans la génération des jeunes joueurs de cette Coupe du Monde, il est très loin. Je m'en fous des autres, je te parle de lui, moi. Je m'en fous des autres. Je te dis que dans cette génération, Eden Hazard, tu l'attends au sein du 11 belge. C'est ce qu'on appelle les joueurs. Les Belges sont qualifiés en quart de finale et Eden Hazard est titulaire les 4 matchs. C'est ce qu'on appelle les joueurs leaders. Aujourd'hui, ce joueur est à peu près au 8e rang de la hiérarchie de son équipe dans l'importance qu'il a, dans ce qu'il apporte par rapport à De Bruyne, Dries Mertens qui a démarré remplaçant. Il est loin dans l'échelle des joueurs importants de cette équipe belge et on l'attendait certainement pas aussi loin. Il fait partie complètement d'équilibre. Tu prends Raphaël Varane en équipe de France qui a 20 ans, il est très bon, et Eden Hazard, peut-être que contre l'Argentine il sera très fort, il fera gagner l'équipe, je serai très content. Eden Hazard, je l'ai vu encore à Chelsea cette année, dans tous les gros matchs, il était pas bon. Mon bon Patrick, pas fâché parce que le quart de finale, je te l'annonce depuis longtemps, ton quart de finale. Non, tu sais Patrick, je vais te dire pourquoi je suis confiant. Parce que on a tellement été moyen durant les poules qu'aujourd'hui j'ai vu vraiment une évolution, un truc mieux. Donc je me dis, ça peut être que Wilmots, il a une telle patte de lapin, c'est même plus une patte, il en a 4. C'est que tu te dis à un moment. Alors il peut s'en faire prêter par Deschamps alors. Tu sais quoi, je suis en train de me. Non, mais les Français, ça joue beaucoup mieux que les Belges. Faut être sérieux aussi. Moi, c'est la fête un peu en Belgique là. C'est la folie, c'est pour ça que je vais vous quitter. Parce que tous mes potes boivent des pintes et je vais en boire aussi, manger une bonne frite. Mais je vais vous dire un truc. Non, je pense qu'on est tellement, on est tellement dans allez, on a tout pour nous, on a du bol, on gagne les matchs compliqués. Aujourd'hui, on va à l'arrache, mais on le gagne. On est mieux. Je me dis que, imagine qu'on sort un grand match contre les Argentins. Bon, on se retrouve on se retrouve en demi, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc c'est là que tu te dis. Après, vous pouvez même gagner la demi, aller en finale. Et on peut même gagner la Coupe du Monde. C'est dingue, c'est incroyable. Allez, merci Stéphane. Salut, bonne soirée en tout cas à toi. Ciao. One, two, frites. Vive à la Belgique, il faut retenir ça. On restera là-dessus Stéphane. Allez, bonne soirée à toi.